Je trouve qu'on voit quand même des choses qu'on voit très peu dans des biopics sur des sportifs. On voit plein de trucs très tendres où ils se versent des bouteilles d'eau les uns sur les autres comme ça. C'est un peu comme nous à la perche quand on part en vacances. Je crois que le problème c'est qu'il soit énervé, ému, joyeux, n'importe quoi, c'est toujours la même gueule, il y a rien qui change. Alexandre Astier veut passer du temps avec ses enfants et du coup il leur donne des rôles. Ils jouent pas tous très bien, malheureusement. Alors non, ils jouent vraiment pas tous très bien. Commencer Kaamelott avec les films, c'est un peu comme commencer Star Wars avec l'épisode 7, quoi. Moi, c'est mon préféré, donc je vais rien dire. Star Wars 7. Sérieux Alban, est-ce que toi aussi t'es pas convaincu par ce House of Dynamite? J'ai pas vu le film. Quoi? Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question d'empêcher la fin du monde, d'affronter la colère des dieux et une légende du MMA, et de stopper un missile nucléaire lancé droit sur les États-Unis. Bref, pour survivre à ce programme explosif, il nous faudra des héros. Alors on a réuni une équipe de choc. Arco, d'Hugo Bienvenu, petit garçon qui voyage dans le temps. Le roi Arthur en personne, de retour dans Kaamelott, deuxième volet, partie 1, 2 et avec Alexandre Astier. Dwayne Johnson, alias Smashing Machine devant la caméra de Benny Safdie. Et enfin, la seule réalisatrice capable de nous déminer le terrain, Catherine Bigelow, avec son House of Dynamite. En focus du jour, on se demandera si le cinéma d'animation français est notre super-héros à nous, ou en tout cas une exception mondiale. Et en fin d'émission, carte blanche à Yuri sur les accents au cinéma par le seul homme capable de tous les imiter, ou presque. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, on est nombreux aujourd'hui autour de la table. Déjà, on retrouve Yuri. Bonjour. Oui. Dans quelle année sommes-nous? On est ravis de te retrouver, même si Laurent a rendu un rapport de stage tout à fait concluant. Ouais, vite fait quand même. T'es indulgente. Je suis indulgente, oui. C'est une marque de fabrique. Alban, coucou. Coucou. Rita. Coucou Elvan. Rita. Manon, Félix, Laurent. Et puis on accueille aujourd'hui Antoine qui va nous parler de cinéma d'animation. Coucou Antoine. Coucou, merci de me recevoir sur vos 2 canapés. Bah oui, sur nos 2 canapés, une fesse sur chaque. Puisque tu es chargé de production sur cinéma et séries d'animation, et tu es surtout un très très grand fan d'animation et d'animation française, ce qui est assez rare. Nous, il y a des gens plus japanime ou plus anime américaine. Toi, t'es très animation française. Ouais, j'aime bien l'animation, effectivement, française, belge, européenne, tout type d'animation finalement. Et c'est pour ça que t'es là pour en parler avec nous. On lance tout de suite le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Alors comme d'habitude, on a reçu beaucoup de courriers de nos auditeurs. Avant de leur donner la parole, je vais vous rappeler que c'est très cool si vous pouvez vous abonner quand vous nous écoutez, mettre des petits pouces ou des bonnes notes. Oui, parce qu'on progresse toutes les semaines en nombre d'écoutes, mais les bonnes étoiles sur les applications stagnent et c'est dommage. Il y a peut-être une raison pour ça. Non mais c'est vrai que ça nous aide énormément. Ce serait vraiment bizarre que les gens pour le référencement. Oui. C'est dommage, mais c'est bon. Enfin bref. Tu veux dire qu'on est nuls? J'ai rien dit, moi. Mais les gens disent des choses. Oui, par contre, les gens nous écrivent, et ça, c'est vraiment très agréable. Rita, dans ce petit courrier de la semaine. Félix. Ah, Félix dans cette semaine. Bah non, on peut commencer par toi. Vous le faites ensemble, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voulez. On a eu 2 retours du coup sur Spotify. Un premier du coup d'une certaine Nîmes. Bonjour, ce n'est pas très parisien de regarder les films en VOST FR. Plus propre aux citadins peut-être, mais pas parisien, d'autant que les plateformes maintenant permettent de regarder les films et séries sous-titrés facilement, ce qui permet aux habitants de zones rurales peu desservies en cinéma, proposant ce service, de profiter aussi de la VOSTFR. À part ça, merci pour votre émission. Et en fait, la réponse, c'est c'est un peu un abus de langage. Oui. L'idée, c'était juste de dire que, en effet, la VF est quand même un grand vecteur de diffusion du cinéma en France et que beaucoup de gens regardent quand même des films en VF au cinéma en France. C'était pas du tout l'idée de dire que c'était particulièrement parisien ou autre. Oui, c'est juste que genre... je pense oui, mais c'est une bonne remarque, donc complètement. On accepte. On a une deuxième bonne remarque aussi, et un point de vue intéressant, je pense, pour remettre en perspective notre débat avec Laurent sur l'homme qui rétrécit. On a quelqu'un qui nous dit que du coup, pour la voix off du coup de ce film-là, il a vu le film en fait en présence de Yann Kounen, et Yann Kounen lui-même a dit en fait qu'à la base il voulait pas de cette voix off, mais que malheureusement on lui a imposé. Et la personne précise qu'elle est d'accord sur le fait que le film l'a surpris et qu'il est singulier dans le cinéma français. Donc ce qui en dit long sur je pense effectivement l'héritage, modèle, malheureusement. Mais
Mais d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on a rattrapé, Yori, toi et moi, depuis, et je tiens à répondre à Laurent sur cette question du poisson dans la cave qui t'a beaucoup interrogé. Pourquoi y a-t-il un poisson dans la cave ? C'est expliqué au bout de 5 minutes de film, c'est parce que le chat essaie de pêcher le poisson, et donc on met le poisson à la cave pour empêcher qu'il soit tué par le chat. Ça ne répond pas pourquoi est-ce qu'on le nourrit pas pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça, je me suis aussi posé la question, mais en fait, c'est un poisson. Farita. Excusez-moi, les gens ils oublient leur Non, mais je veux dire, c'est pas invraisemblable que les gens qui ont un poisson rouge ne le nourrissent pas. Il y a plein de gens qui oublient leur poisson. Les poissons, ça meurt tous les jours. Là, il est sauvé quand même à la fin. Mais en l'occurrence, il a une machine qui le nourrit. Oui, il a une machine qui le nourrit qu'on voit sur le côté du bocal. Mais bon, c'est pas très intéressant de débattre sur ce poisson. Mais du coup, j'ai vu que Claudine avait dit que tu étais de mauvaise foi sur le film. J'allais y venir. Claudine qui nous dit. Vraiment, la guerre est déclarée avec Claudine. Entre Laurent et Claudine. C'est pour ça qu'elle choisit du coup ma team. Elle nous dit du coup, lorsque j'avais vu la première version dans ma jeunesse, j'avais trouvé ça amusant, mais celui-ci m'a vraiment angoissé. La mise en scène et les effets spéciaux sont impressionnants. On s'en fout de la voix. Vraiment, Laurent, vous êtes de mauvaise foi. Moi, j'adore le vouvoiement. Le vouvoiement, il est parfait. Merci, Claudine. En fait, on fera une espèce de meet and greet. On va la rencontrer. Mais pour de vrai, Claudine, s'il vous plaît, genre, dites. Et en fait, ça se passera bien. Ouais. Et qui vous êtes. Elle a vraiment vu tous les films, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est ça qui est très impressionnant. Engagement. Qu'est-ce que vous voyez dans la vie ? Dites pas tout sur internet parce qu'il y a des gens zinzin. Mais envoyez-nous un message privé juste parce que vous nous fascinez. C'est trop cool de réagir chaque semaine. Merci. Et de voir presque plus de films que nous, ce qui est quand même. Surtout, on n'est pas d'accord, mais vous avez l'air très sympathique. Vous avez des avis toujours étayés. Oui, c'est vrai. Sinon, on et a du coup, vas-y Rita, je te laisse. Merci Félix, c'est bien aimable. En fait, la semaine dernière, ma carte blanche était donc sur le fait que je voulais que les séries arrêtent d'essayer de faire du cinéma et qu'au contraire, elles reprennent leur lettre de noblesse presque. Et on a eu pas mal de commentaires là-dessus, donc déjà merci à vous. Il y a des gens qui sont vachement d'accord et qui encouragent et qui disent qu'ils pensent la même chose et que c'est cool d'en parler. Et après, il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés du fait que j'ai dit que les actrices de Abbott Elementary ne sont pas connues. Alors, si je puis me permettre, je les adore et j'en connaissais certains. Quinta Brunson, elle a été connue via BuzzFeed. L'actrice qui fait Melissa Chementi, elle était genre 5e rôle dans The Parent Trap de Nancy Meyers. C'est pas des acteurs connus, excusez-moi. Attends, The Parent Trap en VF, c'est. J'ai un truc quoi ? À nous quatre. À nous deux quatre. À nous quatre. Voilà. À nous quatre. Voilà. Et on a aussi eu quelques commentaires où les gens se disputaient entre eux et je trouve toujours ça rigolo de le mentionner. Assez rapidement, on a quelqu'un qui me dit d'arrêter de binge-watcher. Enfin, il dit plus précisément arrêter de binge-watcher aussi. Et quelqu'un lui a répondu, on est quasiment forcé, hein. Une série un minimum connue, si tu la regardes pas d'un coup, les gens vont te la spoiler dans les commentaires d'une vidéo qui n'a rien à voir avec la série en question. Quelqu'un répond, arrête de parler aux gens. Et l'autre répond, aucun rapport. Aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, que je refais des voix un peu différentes. Sitcom, c'est une comédie. Quelqu'un lui a répondu, c'est une sitcom. Elle a même donné les spécificités. Merci à toi, Tomlet Without Some Gregs, qui est une référence à Succession. Et il dit, mais moi, les sitcoms, c'était devant un public avec des rires en boîte. Et la personne lui répond pas forcément. Il y a des sitcoms. Bon, bref, ça continue pendant très longtemps. J'adore quand vous vous disputez en commentaire entre vous, tant qu'il n'y a pas d'insultes. Merci de ne pas avoir été misogyne avec moi. Et merci de commenter la carte blanche, ça fait plaisir. Effectivement, on va tout de suite passer au box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre ? Yuri, alors quels sont les films qui ont performé en ton absence ? Eh bien, Kaamelott, deuxième partie volet 1, arrive en tête de ce box-office avec 536 000 entrées. J'ai envie de dire seulement parce que le film a démarré très très fort et quand il est sorti la semaine dernière, il était prévu à environ 700 voire 800 000 entrées. Or, il finit que à 530 000. Les gros fans hardcore, ils sont visiblement allés dans les premiers jours et puis les autres, ils sont pas allés. Par comparaison, c'est presque la moitié de ce qu'avait fait le premier film à sa sortie. Il a fait plus d'1 million d'entrées en première semaine en 2021 au moment du pass sanitaire quand même. Donc ouais, parce qu'il est sorti à un moment très bizarre où justement il est sorti, il a été déprogrammé parce que les salles ont été fermés et il est revenu. Il est sorti la semaine de l'introduction du pass sanitaire. Donc les fans hardcore de Kaamelott, ils sont quand même allés. Et il y avait un siège sur 2. Oui, non, mais enfin, donc le film avait surperformé. Là, il performe quand même un peu par rapport au premier. Voilà. Je pense qu'il avait le premier avait ce truc qui allait chercher la curiosité de gens au-delà, on va dire, de la base de fans, qui à mon avis ont été un peu comme moi, un peu refroidi par le premier. Ensuite, il y a du coup des performances assez incroyables de films d'animation. On sent que c'est les vacances puisque Hopper et le secret de la marmotte fait plus 77% en cette semaine d'exploitation. Gabi et la maison magique fait plus 41%. Super Grand Prix, dont j'ai jamais entendu parler, fait plus 79% de fréquentation. Globalement, les gens vont au cinéma, mais ils ne vont pas forcément voir les meilleurs films. On est quand même très content pour la petite dernière qui est 7e du classement avec quand même 168 000 entrées sur sa
sa première semaine, ce qui est gigantesque. C'est le double de toute la carrière des films d'avant. Oui, non, en fait, elle est donc encore une fois les prix cannois, pour revenir à notre focus de notre tout début de saison. En fait, finalement, ça a quand même visiblement encore une importance sur le public, tout comme Arco qui fait 152 000 entrées. On vous en parle juste après. Ce qui pareil est très fort pour ce film, qui j'espère va trouver son public en deuxième semaine encore plus avec les enfants qui sont peut-être encore en vacances. Je ne sais pas. Je ne suis plus un enfant. Ils sont en vacances encore. Voilà, merci. Puis surtout, on a tous gardé des âmes d'enfants. On peut parler quand même de l'effondrement du Springsteen. Ah oui. 76 000 entrées. Il est sorti en première semaine. Tout le monde s'en tape. Ouais, c'est il est tellement sorti qu'il a des programmes et personne sait. C'est-à-dire que concrètement, il fait moins d'entrées que quand il fait un concert à Paris, tu vois, sur une semaine. Ce qui est un délire. Ouais. En fait, les gens, je crois, qu'ils sont pas au courant ou s'en foutent. Mais aux États-Unis, le film aussi a floppé. Il a ouvert 3e du box-office sur un week-end où il y avait vraiment rien en face. Ouais. Pourtant, il bombarde en promo Jeremy Allen White. Mais en fait, le film a des mauvais retours. Et encore une fois, faites des mauvais films, les gens n'iront pas les voir. Sauf certains. Sauf Minecraft. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles. Et ensuite, on dit ça sans qu'aucun d'entre nous n'ait vu le film. Mais je pense qu'on s'avance. C'est le retour de je ne connais pas les films, mais je commente quand même. Et bien, écoute, tu vas pouvoir donner ton avis sur Arco. Je crois que tu n'as pas vu. Si. Ah, tu l'as vu, pardon, excuse-moi. Et bah, du coup, tu vas pas pouvoir donner ton avis sur Arco. On écoute la bande-annonce du premier film du Hugo Bienvenue. T'es qui, toi ? Donc Arco, c'est un petit garçon qui vit en 2932, à une époque où les voyages temporels ont été rendus possibles à l'aide d'une cape arc-en-ciel munie d'un petit diamant qui diffracte le temps. Trop jeune pour avoir le droit de l'utiliser. De quoi ? La lumière, ouais. Oui, la lumière, je dis quoi, le temps ? Oui, effectivement, qui diffracte la lumière pour permettre le voyage dans le temps. Trop jeune pour avoir le droit de l'utiliser, Arco va la voler une nuit, il va voler celle de sa sœur et ne sachant pas l'utiliser, se scratcher en 2075. Son passé, mais notre futur à nous. Le diamant perdu, Arco ne peut plus repartir ni avertir sa famille de son sort et c'est là qu'il va rencontrer Iris, une petite fille de son âge qui va l'aider à trouver comment repartir. Rita, donc tu m'as donc menti, tu ne l'as pas vu, mais je vais donner la parole à Félix sur cette Arco. C'est moi qui commence, très bien. Moi, du coup, je l'ai rattrapé, je l'ai pas vu à Cannes, et toutes les critiques étaient quand même assez. C'était mon coup de cœur cannois. Assez dithyrambique, ouais. Enfin, dithyrambique. En tout cas, tout le monde disait que c'était un excellent film pour enfants, très mignon, et en même temps avec des thématiques assez adultes, en tout cas dures. Et oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est. En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'attention aux détails, je crois, de ce film, où je trouve que, parce que sur l'affiche, je sais plus quel critique a dit que c'était la rencontre entre E.T. et un Miyazaki, ce qui est pas faux, mais je trouve que ce qui reprend surtout de Miyazaki, c'est justement cet art du détail, de créer un monde et qui fourmille de plein d'objets, de plein de trucs qu'on va pas forcément utiliser à des buts scénaristiques ou narratifs, juste pour créer quelque chose. Créer un univers et je trouve que c'est ça qui est vraiment hyper fort, et en plus un univers qui est cohérent parce qu'il y a quand même deux temporalités qui se côtoient, et je trouve que celle qui se passe du coup dans le futur, le monde d'Arco, est très cohérent par rapport, c'est une évolution vraiment hyper intéressante qui reprend en plus des philosophies d'architecture, etc., qui sont des réflexions futuristes et tout, qui sont hyper intéressantes. Donc vraiment sur ce point, en fait, moi j'avoue que j'ai trouvé complètement mon compte. Je trouve que même l'intégration de la technologie, de faire en fait de la science-fiction, mais on en a des mondes comme ça, on en a vu 15 fois, et je trouve qu'il réussit quand même à lui donner une vie propre et vraiment quelque chose d'hyper original et d'hyper concret en même temps, dans ce rapport à la nature, et au monde de manière générale. Je trouve que c'est un excellent teen movie aussi. C'est quand même des enfants qui sont grosso modo livrés à eux-mêmes à chaque fois, et je trouve que c'est assez. C'est pas vraiment teen movie, ils sont plus jeunes que ça. Oui, ils sont un peu plus jeunes que ça, effectivement. Ils rentrent un peu dans l'adolescence, mais et je trouve que ça c'est aussi hyper chouette en fait de vraiment suivre que des gamins et de complètement faire abstraction quelque part des adultes, et d'un robot qui du coup fait figure d'autorité, et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans la dynamique. Et franchement, moi j'ai été vraiment très conquis. Je trouve le film extrêmement beau, et je crois que dans une espèce de période où l'animation est dans une espèce de surenchère on va déconstruire, on va faire plein de styles, des machins très Spider-Verse, et c'est super, à raison. Je trouve que lui il fait le pari de la simplicité et de revenir quelque part justement à un style de dessin que je trouve très sobre et en même temps hyper efficace et hyper évocateur, et ça j'avoue que je trouve ça courageux et vraiment très réussi. Alban, tu partages l'enthousiasme de Félix sur Arco ? Ouais, complètement. Après, c'est
Félix a dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a énormément touché dans Arco, c'est que c'est un film qui, à la fois, fait attention aux détails, comme tu l'as dit, Félix, mais qui fait attention aux détails et qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il en donne pour tout le monde, ceux qui sont là pour voir un univers se créer sous nos yeux, pour voir des millions de détails, en fait, de petites scènes qui, effectivement, comme tu l'as dit, permettent de construire un monde et construire un univers et une atmosphère. Et il y a aussi une attention particulière à la manière dont vont être disséminées les émotions tout au long du film. C'est-à-dire que pour une même scène, on va avoir 2 à 3 niveaux d'émotions différents et pour une grille de compréhension qui n'est pas la même pour tout le monde, que ce soit pour des enfants, pour des adultes, pour des adolescents. Et je trouve que c'est vraiment bouleversant. Il y a vraiment des moments où le film est pleinement bienveillant dans le sens noble du terme, c'est-à-dire sans confiner à la naïveté. Il y a vraiment quelque chose de plein d'espoir en fait, et c'est vraiment quelque chose de rare de le faire de manière aussi radicale. Et il expliquait justement, Hugo Bienvenu, en interview, que il avait, pendant le processus d'écriture, essayé de retirer tout le cynisme qu'il pouvait y avoir dans le film et dans son processus d'écriture pour aboutir en fait à une sorte d'œuvre, on va dire, pleinement entière, avec énormément de corps. Et je trouve qu'il a vraiment réussi ce pari-là. C'est un film qui traite de sujets quand même bouleversants et qui peut être compris à la fois par des enfants et par des adultes. On va pas citer les scènes, on va pas spolier, mais il y a quand même... On peut parler de certaines des thématiques peut-être. Ça parle énormément d'écologie, en tout cas, de catastrophes climatiques. Oui, ça parle d'écologie, de catastrophes climatiques. Ça parle aussi... Moi, l'aspect qui m'a le plus touché, c'est pour ça que je disais que chacun pouvait y voir ce qu'il voulait dans ce film-là, c'est le côté de la transmission, de ce qu'on laisse. Et ce qu'on laisse notamment par le travail de l'image, par le dessin, par la manière de sculpter la pierre, pour pas en dire trop non plus. C'est vraiment des scènes qui peuvent à la fois portent un message qui est complètement d'actualité, qui est assez intense et même très beau, très émouvant, et en même temps c'est d'une simplicité complètement déconcertante. Et c'est ce qui est frappant dans ce film-là, c'est qu'on plein de films essayent de faire ça, et peu de gens y arrivent, et Hugo Bienvenu le fait avec une telle élégance et une telle grâce que c'est bouleversant. Et voilà, si on doit mettre un petit icofilm, un tout petit, parce que vraiment foncez aller voir Arco, c'est que je trouve que à force de donner des détails, surtout dans la première partie du film, de montrer et de créer un univers, je trouve que l'histoire met du mal à démarrer. Un peu de mal à démarrer. Un peu de mal à démarrer. Et encore, je trouve qu'elle démarre presque trop vite. Enfin, je trouve que vraiment la scène d'ouverture démarre très vite, et après c'est vrai qu'on a une longue installation. Oui, c'est vrai. On a du mal à comprendre l'enjeu et de où est-ce que ça veut aller. Ensuite, voilà, c'est vraiment un grand film. On pourra peut-être y revenir après. Et tu parlais de mélange d'émotions. Effectivement, c'est un film, parce que là, Yuri, je t'ai dit en off, on rigole pas beaucoup pendant la bande-annonce. En fait, on rigole quand même pas mal, je trouve, devant le film. En même temps, on est ému. Moi, j'ai pleuré à la fin. Ah non, mais moi, j'ai pleuré. Moi, j'ai vraiment fait une larme à la fin. Je pleure encore. Et non, mais je me suis dit que moi, c'est vraiment le film que j'aurais adoré voir à 10 ans, à l'âge des personnages. Complètement. Yuri, tu m'avais dit que tu avais pleuré aussi, toi. Oui, moi, et en fait, ça m'a pris complètement par surprise, parce que moi, en plus, c'est un film pareil dont j'étais assez curieux quand il a apparu. Donc déjà, un film d'animation à Cannes, c'est rare, donc on essaye de tous aller les voir. Et en fait, en effet, il y a eu ce truc de... Ok, c'est un film qui, en effet, tu l'as dit, est bienveillant dans le sens noble du terme, qui est aussi une sorte de conte philosophique un peu voltairien, qui a une sorte avec beaucoup de pensée positive, de bienveillance, et en même temps, en étant extrêmement lucide sur les problèmes et sur ce qui se passe. Donc c'est pas un film naïf, c'est pas un film neuneux, c'est un film qui en effet alors beaucoup de gens disent qu'il emprunte à Miyazaki et tout. Moi je trouve oui, mais pas tant que ça. C'est pas parce que les gens c'est pas parce qu'il y a un peu des... C'est aussi pour beaucoup de critiques, c'est une des seules références quand même. Oui, voilà. Soyons honnêtes, tu vois, c'est dégueulasse. C'est pas faux. Moi j'ai vu beaucoup d'autres références, moi, dans les trois pieds nickelés avec les coiffures de Mireille Mathieu, là, on dirait vraiment des... Ils sont géniaux ces trois personnages. En fait ça c'est vraiment des cartoons des années 60 en fait. Il y a un truc où même il y a des dessins. Et Hugo Bienvenu, lui dans ses dessins et ses clips, il dessine quasiment toujours des personnages qui ont des lunettes dont on voit pas les yeux, donc c'est aussi son propre univers à lui. Donc il y a son univers à lui, et il y a aussi le côté par exemple, moi ça m'a fait penser à des dessins animés soviétiques avec lesquels j'ai grandi quand j'étais petit. Mais en effet avec cette espèce de truc très années 60, très optimiste sur un avenir machin, avec des formes qui étaient complètement psychédéliques. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui esthétiquement infusent dans le film. Et en effet, je suis d'accord
d'accord avec toi, c'est un film que je pense que je l'aurais vu à 10 ans, j'aurais quand même pas passé une bonne semaine parce que en fait la conclusion du film que je ne vais pas révéler te met quand même face à un gouffre de il y a de l'espoir, mais c'est ouais, mais enfin vertigineux. c'est vertigineux par rapport à ce qui arrive. Enfin, si tu te mets, enfin si ça vous a traumatisé que les enfants, que les parents de Chihiro se ressemblent en cochon, là c'est pire, hein, parce que dans Chihiro, bon voilà. C'est moins graphique quand même. Ouais. C'est quand même moins graphique. Mais l'idée est plus violente, je trouve. Tu as découvert Arco au Festival d'Annecy. À Annecy, ouais, tout à fait. Donc juste après Cannes. Et effectivement, c'était très marquant. C'est un des gros coups de cœur du festival. Et ce qui est dingue aussi, c'est que c'est une œuvre qui est très 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 ambitieuse. Et c'est une œuvre ambitieuse en 2D. Tout est fait en 2D. Il y a eu un peu de travail de 3D sur les visages pour créer un peu de l'émotion, mais vraiment tout a été fait en 2D. Même les scènes assez impressionnantes d'incendie et de tout ce qui est lié au climat. Il y a un vrai travail de la matière du dessin. Exactement. Et il y a vraiment un travail de matière et c'est aussi un vrai travail d'artiste autour d'Hugo Bienvenu. Il a réutilisé des références que lui avait sur les voitures par exemple, sur la création du monde en 2070, c'était des choses à lui qu'il avait voulu réinjecter aussi. À la base ce projet, ça devait être, j'avais lu un court-métrage et en fait rapidement ils se sont rendus compte que ça avait trop de choses en fait et trop de volonté et trop d'émotions pour il y avait suffisamment en tout cas pour en faire un long métrage et effectivement c'est très très réussi. Moi ça fait je l'ai pas revu depuis Annecy mais ça fait 2 semaines que j'ai la bande originale en boucle dans les oreilles. Ouais. Voilà. Non, mais ils ont bien fait de faire un long métrage. Tu veux rajouter quelque chose, Alban ? Ouais, je voulais peut-être rajouter en fait je trouve que moi ce qui m'a aussi plu et j'en ai pas assez parlé, c'est la manière dont a Hugo Bienvenu à travers le film de parler de sa pratique de dessinateur et de dessin. Exactement. Et ce qui compte aussi pour lui dans le fait de transmettre par le dessin. Et il y a plein de petites scènes en fait dans le film, mais qui sont faites avec une telle élégance que tu les vois à peine. C'était à un moment, on assiste à la rencontre entre Iris et Arco. Voilà. Et Arco est quand même un petit garçon qui vit dans le futur, qui s'est volé, qui fait plein de choses incroyables, et il est jaloux de la petite Iris parce qu'elle s'est dessinée et pas lui. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez poignant dans la manière dont a Hugo Bienvenu de dire que pour lui, en fait, le dessin, c'est une forme de et en même temps, on va pas spoiler la fin, mais le dessin a une importance capitale. Oui, le dessin a une importance complètement capitale, mais c'est une prise de contrôle. Enfin, oui, et en fait, voilà, c'est justement j'ai perdu le fil du coup, les gars, mais il est jaloux d'Iris parce qu'elle dessine alors qu'il s'est volé. Oui, et en fait, je trouve que la beauté du film et l'élégance de ce film-là, et en même temps l'intelligence d'Hugo Bienvenu, c'est de le distiller dans ce genre de petits moments de film qui en apparence ne servent pas à grand chose mais qui finalement font en fait ce qui donne du corps à ce film là et aux personnages. Mais et même rajouter tu vois des personnages qui sont secondaires, il y a le pote, petit personnage là, le pote d'Iris qui est secrètement amoureux d'elle, il m'a brisé le cœur. Et il est incroyable ce personnage. Et qui lui fait la courte échelle, là on spoile pas, on dit juste qu'il fait une courte échelle. Ouais. Mais ça m'a buté. Et tu vois ce message, enfin la trajectoire de ce personnage, moi je l'avais jamais vu en film d'animation. Et je trouve que genre de montrer ça à des enfants aujourd'hui, c'est hyper moderne et super intéressant. Mais c'est au-delà de ça un récit sur l'apprentissage de l'amitié qui est en fait magnifique et c'est pour ça aussi je pense qu'on est tous touchés par cette histoire. Et même les 3 personnages qui sont annoncés comme des méchants, alors qu'en fait sans trop spoiler, et en fait c'est pas seulement des méchants qui sont en fait gentils, c'est juste ils leur donnent une profondeur, qui sont censés être des gens un peu complotistes, etc. Et en fait c'est complètement, enfin c'est dingue d'arriver à faire de ces personnages là des gentils losers et que finalement on arrive quand même à s'attacher à eux en se disant finalement ils servent pas à rien. Enfin je trouve qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait sur l'écriture des personnages. Bon, on vous encourage absolument à courir voir Arco, à voler voir Arco au plus vite si vous ne l'avez pas déjà vu, parce qu'il est sorti la semaine dernière, mais il est toujours évidemment en salle. Et on parle d'un autre film qui est en salle depuis une semaine, c'est Kaamelott, 2e volet, partie 1 d'Alexandre Astier. Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde. Si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde. Je vais me donner mon opinion. Le titre, c'est pas possible. C'est vraiment d'un prétentieux, d'un genre vraiment pour dire aux gens si vous n'êtes pas un puriste, c'est pas la peine. Moi, j'ai cru que c'était j'ai rien vu de Kaamelott de toute ma vie. Honnêtement, moi j'ai cru au départ que c'était une vanne. Comme Brice 3 alors que le 2 est pas sorti. Exactement. Parce qu'on a cassé le 2. Et je pensais que c'était cet ordre-là. Je me permets de vous lire le pitch Allociné parce que pourquoi pas. Les dieux sont en colère contre le roi Arthur, pour une exclamation. Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume à sa perte. Il réunit alors les chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux 4 coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées du dragon
au Palais 100. Est-ce que c'est un bon résumé, Laurent, de cette nouvelle... Moi, c'est pas mal, mais sauf qu'en fait, t'as raconté quasiment la moitié du film. C'est souvent un peu le problème des pitchs C'est souvent le problème de ces pitchs hallucinés. mais en même temps, si tu racontes pas ça, qu'est-ce que tu dis juste qu'il a provoqué la colère des dieux, qu'il est dans la merde, cet Arthur? En fait, le problème, c'est que tu as raconté la moitié du film alors que ça aurait dû être les 10 premières minutes. C'est peut-être ça ton... Et qu'il essaye de reconstruire la table ronde avec des nouveaux et des anciens et qui partent un peu tous en quête. Ce qui est à mon avis un peu un problème. La réalité, c'est que moi je suis très fan de Kaamelott, donc je connais très bien la série. Ouais. J'ai vu le film, j'ai même revu le film avant d'aller voir celui-là, enfin le premier, je veux dire, avant d'aller voir celui-là, pour me le remettre dans la tête. Dont t'avais déjà pas dit tant de bien. Où je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je trouve qu'il y a des trucs très réussis dans le premier film, des trucs vraiment, vraiment ratés. Et là, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que je trouve que le film, du coup, surprend moins par la négative. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on s'attendait, qui n'est pas bien, on n'est pas surpris. La réal est dégueulasse, les costumes sont scandaleux, il y a des trucs qui vont pas du tout. Il s'est peut-être un poil amélioré en termes de réal. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on se disait avec. En même temps, il peut pas. Moi, je me dis quand même, il peut pas tout faire. Je veux dire, il écrit, il compose la musique, il monte. À un moment, il joue le premier rôle. La musique est toujours super. Enfin, moi, j'adore vraiment la musique de Kaamelott. Et là, encore une fois, il s'est donné. Très bonnes idées, ouais. Et donc, il y a encore une fois des problèmes de réal, qui sont clairement dus au fait que c'est un musicien qui se prend pour un scénariste qui fait de la réalisation globalement. C'est-à-dire que ça, on en est là, quoi, de tellement il est loin en fait du truc que ça me paraît un peu compliqué. Il le dit lui-même dans des interviews quand il monte lui-même ses films, il les monte au son limite. C'est-à-dire que il regarde à peine l'image quand il monte les trucs. Donc c'est une manière de faire qui à mon avis est assez compliquée quand tu fais du cinéma. Mais qui marche en série très bien. Et qui marche vachement mieux en série. En fait, qui marche sur 3 minutes parce que t'as que des chants. Après, les derniers épisodes sont beaucoup plus longs. Sur les épisodes longs, je trouve que ça marche aussi. Mais c'est 100 000 fois mieux fait que ça. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est assez curieux. Mais honnêtement, je suis allé voir ce film, je m'attendais à peu près à ça. Là où par contre je suis vraiment surpris, c'est qu'il y a un problème dans la manière dont c'est construit et dont c'est écrit. C'est-à-dire que c'est un demi-film, concrètement, partie 1, parce que en fait ça s'arrête quasiment en plein milieu. Et encore, c'est déjà le deuxième volet, donc c'est un quart. Et ça n'a... En fait, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. C'est-à-dire que j'ai compté, globalement, je crois qu'il y a 7 ou 8 lignes narratives différentes, avec des aventures différentes, avec des personnages différents, ou des histoires différentes dedans. Donc c'est un bordel inimaginable. Tu termines, en fait, au bout de 2 heures de film, où chacun, en fait, a eu sa petite histoire, pour qui c'est à peu près rien passé, ou pas grand-chose. C'est une saison de série compressée ? Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que mon problème, c'est que je pense qu'il s'est planté. Il a essayé de faire des films, mais il a fait une série, enfin une saison en tout cas, et que du coup, le résultat, c'est que ça n'a pas trop de sens. Et pourtant, je trouve que c'était un peu dommage, parce qu'il y a des trucs dedans qui marchent bien. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'humour que dans le premier volet. Le premier en manquait pas mal. Le premier est assez très sérieux. Ouais. Celui-là, beaucoup moins. Moi, ça me fait rigoler. Il y a vraiment des moments qui m'ont beaucoup fait rigoler, parce que c'est l'humour à la Kaamelott et que ça marche sur moi. Mais bon, après, voilà, faut aimer ce délire-là, parce que sinon c'est compliqué. Et ensuite, mais du coup, en fait, il y a aussi ce truc un peu de répétition, c'est-à-dire de revoir dans ce film des trucs des situations, des façons de faire qu'on a un peu déjà vu dans la série. Mais qu'on a déjà vu dans le premier film. Et qu'on a en plus déjà vu dans le premier film. Et ce qui du coup est un peu gênant, c'est que moi, quand je vais voir ce genre de film, j'ai envie de voir Alexandre Astier amener la série ailleurs, vers des trucs qu'on n'a pas déjà vus. Et il y a quand même un peu des moments où je suis un peu déçu, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu un peu toutes ces situations de ces personnages qui sont un peu teuteux et qui s'engueulent, avec des dialogues qui sont, je trouve, toujours aussi bien écrits, où là par contre, encore une fois, il montre sa maestria là-dedans. Là où je trouve qu'il y a des points positifs en plus, c'est que il arrive à certains moments, parce qu'en fait il y a à boire et à manger dans son truc, c'est tellement le bordel. Donc il y a des moments où on passe vraiment du côté heroic fantasy, où là c'est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il y a de la CGI avec des monstres, avec des démons, avec des pouvoirs magiques, avec des bordels comme ça, et c'est un peu ce que tu veux quand tu te dis je vais voir Kaamelott au cinéma, parce que c'est ce qui manquait cruellement finalement à la série pour des raisons de budget. Et là, les moments où on y arrive, je trouve que c'est cool et que ça fonctionne vraiment. Mais sauf que ça représente, je sais même pas quelle part du film, parce que c'est tellement compliqué en termes d'organisation, de scénario, que c'est à la fois presque difficile à suivre et presque mou, tellement en fait il y a que des petits passages, des petits sketchs de trucs différents. Donc honnêtement, c'est un peu raté, mais ça se regarde quand même assez bien quand on aime la série, parce que c'est drôle et parce qu'il y a des bons moments. Mais franchement,
clairement, il a l'air d'être un peu dépassé par ce qu'il essaye de faire, quoi. Ce qui est un peu gênant. Yuri ? Bah moi j'y allais quand même. Enfin moi j'avais vraiment pas aimé le premier, donc j'y allais quand même avec un certain espoir, et moi j'aurais vraiment adoré vous dire que c'est de la merde et que j'ai passé un mauvais moment. En fait la réalité c'est que j'ai plutôt passé un bon moment. Donc voilà, donc non mais c'est un peu le truc, c'est que en effet déjà en fait c'est pas aussi agressivement laid que le premier quand même. Les costumes sont un poil moins dégueux. Et même la photo, tu sens que la fameuse Alexa là dont il nous chantait les louanges au moment du premier. Il a changé les objectifs, il a mis des objectifs anamorphiques. Et ben je pense que là du coup il a appris à l'utiliser, du coup c'est moins moche. Bravo hein. Il est quand même toujours un peu emmerdé par en fait il s'est pas cadré dans le sens où, enfin il s'est pas cadré, j'en sais rien, mais il est emmerdé avec le nombre de personnages qu'il doit mettre dans le même cadre. Du coup forcément ça fait des plans hyper statiques, hyper plats, et en fait la manière de couper elle est hyper pas naturelle, et le montage est hyper anarchique. Cela étant dit, moi j'aime bien, je pense que je préfère ce film là au précédent, parce que même dans ce qu'il rate et dans ce qu'il tente, il le fait avec plus de rigueur et de sincérité, je trouve, que le premier. Le premier, je trouve que vraiment c'était trop le bordel. Le premier, en fait, ça n'avançait pas. Même, en fait, il n'y avait pas vraiment de quête. C'est-à-dire que globalement, le premier, c'était on réunissait les chevaliers. Point. Et pas vraiment d'autres objectifs que celui-là. Là, au moins, les petites quêtes secondaires, il y en a certaines que je trouve très cool. Il y en a certaines que, clairement, moi, j'ai l'impression que Alexandre Astier veut passer du temps avec ses enfants, et du coup, il leur donne des rôles. Et du coup, il leur donne des quêtes secondaires dans son... Ils jouent pas tous très bien, malheureusement. Alors non, ils jouent vraiment pas tous très bien. Et du coup, il leur donne des quêtes secondaires dans sa partie de jeu de rôle. Mais en fait, c'est un peu ça, quoi. T'es dans une partie de jeu de rôle, et lui, c'est le game master. Et en fait, il invente des trucs, et donc parfois, ça prend 3 plombs sur des trucs qui, en fait, parce qu'à un moment, t'as ouvert la mauvaise porte, et derrière, il y a un dragon opalescent. Bon, en fait, c'est un peu le même, c'est un peu Donjons et Dragons, mais au cinéma. Mais du coup, dans une structure qui donc est tout aussi bordélique qu'une partie de jeu de rôle avec des gens qui boivent de la bière. Et du coup, c'est un peu un truc qui est le cul entre deux chaises, mais que je pense que je préfère quand même au premier, parce que en effet, c'est plus drôle. Du coup, en fait, quand tu rigoles et t'oublies qu'il y a un truc qui tient pas la route. Et globalement, c'est filmé un peu n'importe comment. Oui, voilà. Non, mais il y a pas, voilà. Mais je trouve que quand même, il arrive à, malgré tout, plus tenir le film, alors qu'il est beaucoup plus riche et foisonnant que le premier. Le vrai problème, c'est qu'en fait, l'histoire commence au bout de 40 minutes. Alors, les 40 premières minutes, c'est encore une fois Arthur qui veut pas être roi, qui traîne des pieds, qui nanani, qui est dépressif. On a vu 14 fois, et c'est tout. C'était l'ensemble du premier. Hein. Et c'était l'ensemble du premier. Et à la fin du premier, on se dit, allez, c'est bon, on part à l'aventure. En fait, le film devait commencer au moment où ils arrivent à la table ronde dans le 2, là, où voilà, en fait, au moment de la réunion de la nouvelle table ronde. Ça devait être le début du film. On passe 3 heures à ce qu'il retraîne des pièces, qu'il faut le reconvaincre, à ce que machin. Et en fait, et ça, c'est infernal, parce que tu dis, en termes d'écriture, juste structurellement, c'est pas possible. J'allais dire, c'est ce qu'on appelle le refus de l'appel en narration, c'est-à-dire un personnage principal et qui on donne une quête et qui la refuse. Normalement, c'est quelque chose qui est très court. Oui, non, mais c'est pas censé durer un film et demi. C'est pas la question. Il est producteur du film aussi, donc en fait, il est tout seul là-dedans. Lui-même, il explique en fait en interview qu'il aime bien le délire de ce héros qui a pas envie d'y aller. Ce que je trouve marrant sur le papier. Mais pourquoi pas ? Mais sauf qu'en fait, il faut le faire avancer. Et surtout, il faut l'obliger à avancer. Et il faut le mettre en scène un peu différemment, parce que là, vraiment, il nous refait les mêmes choses que ce qu'on a déjà vu. Mais bon, bref. Donc pour moi, ça reste quand même un film ça reste quand même un film. Moi, je me suis pas senti floué. Mais après, moi, je me suis pas senti floué. Vous le conseilleriez à des gens qui ont pas apprécié le premier parce qu'ils sont pas des grands fans de la série ? Est-ce que ça peut être moi, oui. Moi, je le conseillerais plus. Même déjà pour moi, le premier, globalement, si tu connais pas bien la série, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, est-ce que celui-là, est-ce que je voulais dire, parce qu'il est plus drôle et plus abordable ? Et il y a plus de nouveaux personnages auxquels t'as aucune attache. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça. Donc ils jouent pas tous très bien, mais ils sont nouveaux. Comme pour moi, commencer Kaamelott avec les films, c'est un peu comme commencer Star Wars avec l'épisode 7, quoi. Ouais. Il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est possible, mais en vrai, tu rates quand même une bonne partie du truc. Oui. Je crois que Rita, t'avais... Moi, j'avais juste envie de dire que tout ce que vous dites, ça confirme ma carte blanche de la semaine dernière, qu'il faut arrêter de faire des films quand on veut faire de la série, et il faut arrêter de faire des séries quand on veut faire. Mais justement, moi je pense qu'il est perdu là-dedans, le pauvre Alexandre Astier, qui sait pas trop ce qu'il a voulu faire, et que c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Hyper indulgent, parce que si ça avait été n'importe qui d'autre, t'aurais été en mode, t'aurais pas dit le pauvre, t'aurais dit c'est du détournement de fond. Non, mais en vrai, c'est pas du détournement de fond, mais clairement, ça manque de travail. C'est l'enfer absolu. C'est pas l'enfer absolu, mais je suis d'accord. Franchement, il y a un step-up en termes de visuel, les effets spéciaux sont plutôt cool. Mais les gars, vous faites du nivellement par le bas de ouf. Non, on parle d'un ressenti de film, c'est-à-dire que ils réagissent par rapport au 1, tu vois. Oui, c'est ça. Tu t'attends à voir le pire truc de l'année, et en fait tu vois un film qui, en fait, c'est du nivellement par le bas. Non, parce qu'il est fait honnêtement et avec assez de sincérité, quoi. Parce que tu critiques Star Wars 7 après avoir vu les 6 premiers, sinon ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, c'est mon préféré, donc je vais rien dire. Star Wars 7, c'est pas les premiers. Rita, c'était la fin de ton application de cette émission.
tu regardes un peu ce qui se passe avant, tu comprends ce qu'il essaye de faire ou pas, ce qui marche ou pas. Clairement, il y a des trucs qui sont complètement ratés dans le film. Donc voilà, il y en a d'autres qui marchent un peu. Mais... Ouais, écoutez, allez voir ce Kaamelott deuxième volet partie 1 si vous avez vu le premier volet et que vous avez envie de voir le deuxième volet partie 2. Sinon, j'imagine que c'est dispensable. On change complètement d'univers pour partir aux États-Unis avec Benny Safdie qui nous signe The Smashing Machine. Probably looking at my eyes. How did that happen? Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? Pour son premier passage en solo derrière la caméra, Benny Safdie, qui est donc le petit frère de Josh Safdie, des frères Safdie, c'est pas son premier long métrage tout seul ? Ils ont pas fait des longs métrages ou des trucs solo avant. Pour moi, il y a Josh. Oui, au début. Josh, oui. Mais Benny, non. Sa première réal tout seul. Après, il était scénariste sur. Et c'est ça. Ouais. Je crois que c'est sa première réal. Pour moi, c'est Josh qui en a fait tout seul et pas Benny. Mais en tout cas, je crois pour son premier passage en solo derrière la caméra, Benny Safdie. Voilà, mais l'ancien catcheur Dwayne Johnson dans la peau d'une légende du MMA, Mark Kerr, surnommé The Smashing Machine, Manon. Yes. Quel lancement. I speak English. Par où commencer En fait, moi, c'est pas forcément c'est pas un film qui m'a passionné dans son sujet, dans sa forme et tout ça, mais je trouve que il réussit. En fait, je capte vraiment ce qu'il a voulu faire et je trouve que c'est vraiment réussi dans ce sens-là. Et en fait, c'est un film qu'il faudrait presque prendre par la fin. Enfin, à la fin, il y a des cartons, comme dans tous les biopics d'explication, mais qui sont quand même vraiment sur sa vie privée. Et il termine en disant, lui, c'est Mark Kerr, quoi. Et puis, on voit le vrai Mark Kerr qui fait ses courses dans un supermarché. Et en fait, je pense que vraiment, l'ambition de ce biopic, c'est juste de mettre ce mec sur la carte, quoi, qu'on connaisse son nom et qu'on le connaisse. Et du coup, il y a un côté, je trouve, hyper humble dans le portrait qu'en est fait et très, très simple que j'ai aimé. C'est pas les biopics classiques pyramidaux. Ça a aussi un peu les défauts, je trouve, de ses qualités. C'est-à-dire que du coup, t'es un peu... il y a une construction un peu chelou, t'es un peu perdu quand tu t'attends à voir un biopic. Où je pense que Benny Safdie, de manière générale, c'est un mec qui est assez jusque-boutiste et je pense qu'il est assez fan du MMA. Et du coup, il y a un truc où il veut vraiment montrer les coulisses. Donc, il y a énormément d'interviews, il y a énormément de combats qui sont très longs. Ça se passe beaucoup au Japon dans un tournoi et c'est assez intense. Et des choses très importantes de sa vie privée qui sont passées très vite. Enfin, il y a une construction qui est un peu il y a sa femme qui est jouée par Emily Blunt. Par Emily Blunt, ouais, moi c'est un peu mon point négatif qui, notamment, on comprend à la fin qu'elle a des gros soucis de santé mentale et c'est passé très vite comme ça. Enfin, il y a une construction qui est un peu étonnante. Comme Oppenheimer. Mais moi je pense que Emily Blunt, elle a un vrai problème dans les... Soit c'est elle, soit elle choisit très mal les personnages féminins qu'elle incarne. Mais elle raccourcit ses propres textes. Non, c'est trop développé là. Je vais regarder là dans la distance et ils vont comprendre. Là, je sais pas si c'est un problème d'écriture ou d'interprétation, et moi cette meuf, je l'ai pas compris. J'ai pas compris ses émotions, j'ai pas compris vraiment qui elle était, ce qu'elle ressentait, alors qu'elle a une grosse implication quand même. C'est beaucoup sur sa vie privée et les conséquences de ses addictions, parce que c'est donc un mec qui est addict aux opiacés. Et elle, à côté, j'ai vraiment pas réussi à cerner sa personnalité et ça m'a un peu dérangée. Après, je trouve qu'on voit quand même des choses qu'on voit très peu dans des biopics sur des sportifs. On voit des mecs qui hurlent de douleur et en même temps plein de trucs très tendres où ils se versent des bouteilles d'eau les uns sur les autres comme ça. Je sais pas, il y avait vraiment des images comme ça. C'est un peu comme nous à la perche quand on part en vacances. Qu'on n'a pas l'habitude de voir, puis vraiment, tu le sens fasciné. Enfin, il est toujours collé à The Rock. Vraiment, il fume ses muscles, sa peau tout le temps. On est tout le temps sur lui. Donc voilà, moi j'ai aimé ce que ça entreprenait, mais après sur le fond, c'est pas un film qui m'a passionné non plus. Alban ? Moi, je serais un peu moins enjoué que Manon. Est-ce que t'aimes les frères Safdie au début, déjà de... Oui, j'aime beaucoup les frères Safdie. Enfin, je les connaissais bien plus au tout début que les films qu'ils ont fait par la suite. Uncut Games, c'est des films que j'aime, mais moi, ils m'avaient plus accroché avant avec Good Time. Good Times et même non, mais même avant The Pleasure of Being Robbed, tout premier. Et en fait, et je suis content de voir qu'ils évoluent et qu'ils continuent dans le cinéma, etc. Ensuite, sur Smashing Machine précisément, je pense que c'est un film qui réussit pas grand chose parce qu'il propose pas grand chose non plus. C'est pas qu'il réussit rien, mais c'est que le film n'a pas une proposition qui est forte. Grossièrement, on suit ce personnage qui est interprété par The Rock. On le suit soit dans ses combats comme pionnier du MMA, soit dans sa vie personnelle intime avec sa femme Emily Blunt. Le problème, c'est que la partie intime n'est pas assez développée pour qu'on y croie et pour qu'on ait quelque chose à faire, et la partie des combats, c'est la même chose. Donc en fait, lorsqu'il y en a un qui influe sur l'autre, en fait, on s'en fout un peu parce que on n'y était pas forcément attaché. Et du coup, il y a un vrai manque en termes de scénario, je pense, de
donner du corps à ces personnages, donner du corps aux histoires qu'ils incarnent, et en même temps trouver une forme d'aspérité à ces personnages et aux histoires, parce que finalement The Rock est assez lisse, l'histoire qu'il raconte est assez lisse, on parle quand même d'un gars... il est pas lisse, je l'ai vu torse nu, il est pas lisse. Il est pas lisse. Avec son visage, il est assez lisse. Non mais c'est incroyable ce mec, mais ça c'est un autre sujet du film. Mais oui. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. Il y a plein de choses et à la fois pas grand chose qui est creusé. Après, je pense qu'il veut aussi s'attacher à pas mal démonter tous les clichés qu'il y a autour du MMA, et ça se passe énormément au Japon, et du coup je trouve ça assez intéressant parce que ça contraste avec peut-être l'idée qu'on pourrait avoir un peu du MMA des Américains un peu bourrins, un peu bof et tout. Là du coup il y a une espèce de contraste avec les Japonais très polis qui sont là à expliquer les règles et tout, et donc voilà, ça met un cadre en fait à ce sport qui est assez étonnant. Je crois que le film il a fait un four aux États-Unis, et j'ai un peu de peine pour Benny Safdie parce que du coup son frère réalise aussi un biopic sur un sportif de ping-pong. Sur un pongiste. Je crois que par contre non pas encore, mais je crois que le film il a des critiques de fou aux États-Unis, il a l'air d'être bien parti pour les Oscars, et il y a Timothée Chalamet dedans. Et il y a Timothée Chalamet. Et du coup ça me fait un peu de peine pour Benny Safdie, donc j'ai un peu envie de sauver son film. En fait le film aborde énormément de sujets, c'est-à-dire que effectivement on a cette vie de couple avec cette Emily Blunt où on ne sait pas vraiment si elle a des problèmes mentaux, etc. On parle quand même d'un gars qui est combattant de MMA, qui se shoot aux opioïdes, qui se pique. Le gars va juste en cure de désintox, la scène dure 5 minutes, il revient, et finalement la drogue n'est plus l'enjeu du film, et on n'arrive pas à savoir de quoi Benny Safdie veut vraiment nous parler, et du coup c'est un vrai problème parce que parfois tu dis ok il veut nous parler de ça, et du coup tu plonges dans cette histoire là et finalement il passe à côté, et ainsi de suite, et en fait ça se répète jusqu'à la fin du film où tu as l'impression d'avoir vu un film quand même relativement lisse, et c'est dommage parce qu'il y avait plein de choses importantes, je pense, on pouvait tirer les fils de ce personnage là, de leur relation, et en fait il en fait rien. Félix ? Ou pas grand chose. Ouais, je suis assez d'accord avec Alban. J'avoue que c'est un film qui m'a poliment ennuyé, je crois, parce que je suis d'accord, je trouve qu'il n'y a pas d'axe ou d'angle qui est choisi. Il essaie de faire un espèce de portrait un peu multiple et de vouloir épouser un peu plein de choses de ce personnage. Et en fait, finalement, comme il fait jamais de choix, effectivement, du coup, en fait, il finit par rien raconter. Moi, je crois que ce qui m'a quand même un tout petit peu touché, c'est tout ce qui, en fait, dès qu'il me raconte l'histoire de ce mec, j'en ai rien à foutre. Par contre, tout l'autour m'intéresse. C'est-à-dire que ses interviews, le rapport qu'il a aux objets, aux années 80, au ring, au machin, enfin, il y a une espèce d'ambiance. Il réussit à capturer une ambiance aussi par le dispositif, c'est vachement des caméras du coup un peu old school des années 80, donc il y a un piqué dans la lumière, enfin il y a quelque chose de presque grotesque en fait qui est hyper intéressant, je trouve, esthétiquement, mais et en plus je trouve que c'est amené par un espèce de montage qui est pareil assez doux en fait, qui est jamais vraiment trop agressif. Même les scènes de combat, elles sont assez molles, le son il est un peu sous-mixé, il y a une musique qui est composée, enfin tu vas en parler, je pense. Non, vas-y. Qui est absolument sublime. Enfin, une artiste que j'aime beaucoup et que Alban aussi. Et du coup, je trouve qu'en fait, le truc qui m'a intéressé dans ce film, c'est de choisir le MMA comme sujet et de le traiter avec autant de douceur. Je trouve qu'il y a un truc très doux. C'est ce que disait Manon, ouais. Ouais, exactement. Dans ce personnage est très doux. Dans ce film-là. Mais entre eux, ils sont hyper doux. Enfin, je veux dire. Et ça, j'avoue que j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, le problème, moi, principal que j'ai quand même, c'est The Rock. Je trouve que c'est une catastrophe. Voilà. Je dis les termes, c'est-à-dire que je trouve que tous les acteurs sont sublimes. Ils sont tous hyper bien castés. Ils ont tous des gueules et je sais pas à quel point il y en a qui ont vraiment été des professionnels du MMA ou pas, mais parce que vraiment on y croit, mais à 3000 non, catcheur. The Rock il est catcheur. The Rock, le problème c'est qu'en fait je trouve que qu'il soit énervé, ému, joyeux, n'importe quoi, c'est toujours la même tonalité. C'est le Jean Reno du cinéma. C'est toujours le même sourire, c'est toujours la même gueule. Il y a rien qui change. C'est parce qu'en fait, il y a trop de muscles autour de la tête. Il y a plein de trucs qui se passent, mais juste physique, ouais. Genre passer l'espèce de sidération pour son visage et son corps, mais que j'avais déjà vu moi pour Zac Efron dans le film Iron Claw, que je trouve encore plus baisé. J'avoue que en fait il me procure aucune émotion, et je vois un mec qui essaye absolument de relancer sa carrière, parce que la réalité c'est que tout le monde s'en fout de Rock et qu'il est plus du tout rentable, et la preuve oui. C'est pas totalement vrai par contre, sur la rentabilité, pour le coup c'est un des mecs les plus rentables d'Hollywood encore aujourd'hui. Mais ça se pète un peu la gueule. Aujourd'hui c'est Jack Black, mais The Rock ça reste un mec surtout chez les enfants. C'est des mecs qui sont très identifiés chez les enfants. Il avait fait la fée des dents. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a négocié pendant très longtemps pour que son agent lui ait ce rôle, parce qu'il voulait un truc à Oscar. Ouais. Et il est certain, et franchement s'il est pas nommé aux Oscars, en plus le film a fait un flop commercial et critique, moi je trouve qu'il ne le mérite pas, franchement. Genre vraiment je trouve qu'il je m'inquiète pour sa santé mentale. Vous êtes gentil avec Alexandre Astier, physique, tu vois, moi je m'inquiète pour The Rock. Il essaye de l'avoir, mais en fait je trouve que ça marche
part jamais. Enfin, vraiment, et c'est du coup mon gros problème, c'est-à-dire que non seulement l'écriture, je trouve, donne pas suffisamment de profondeur à ce personnage, et moi je crois que j'aurais préféré juste une espèce d'errance dans le monde du MMA plutôt que qu'il essaie de me raconter un drame, tu vois, familial avec sa meuf, et en fait c'est toujours les mêmes histoires et c'est les mêmes séquences qu'on a vu 15 fois. Il va s'énerver, il va taper dans une porte. Il casse une porte quand même. Voilà. Oui, mais je veux dire, je l'ai vu ça. Alors, ce qui est marrant, c'est comme il est énorme, il la défonce. Comme le mec Moi j'ai pleuré de rire. Il reste ça de la porte. C'est marrant, mais je veux dire, ça reste une séquence qui est quand même relativement cliché. Adam Driver dans Marriage Story. Oui, mais aussi le mec de Star Academy 2, tu vois, finalement casser des portes, personne à la ref. Et ben justement, ça va être une bonne transition pour qu'Alban nous parle de la musique de Smashing Machine. Effectivement, la musique c'est vraiment un bon aspect du film, notamment parce qu'en fait, elle donne du corps au film et qu'elle emmène le film ailleurs dans quelque chose de plus poétique aussi. Est-ce qu'on peut citer qui l'a faite ? Bien sûr, c'est une musique qui a été faite par Nala Cinefro, qui est une harpiste de jazz qui a sorti son premier album il y a peut-être 5 ans, je crois, en 2020 ou juste pendant le Covid. C'est celle qu'on voit pendant la cérémonie. C'est celle qu'on voit, ouais. C'est exactement. C'est peut-être une des meilleures choses qui soit arrivée à la musique ces 5 dernières années. Et du coup, quand j'ai vu son nom arriver dans le générique en disant « Oh, c'est une musique de Nala Cinefro », ça m'a donné envie de regarder le film. C'est une des meilleures choses qui soit arrivée au film. Et du coup, le film est sur une forme de jazz un peu atmosphérique qui mélange des synthétiseurs analogiques, de la harpe et un peu ce que faisait un peu Alice Coltrane mais en plus récent, quoi. Et du coup, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette musique. J'ai réécouté la BO en sortant du film et c'est vraiment intéressant aussi de l'écouter sans le film, même si elle donne vraiment quelque chose de différent au film et même au personnage incarné par The Rock. Donc voilà, rien que pour la musique de Nala Cinefro, essayez de vous renseigner un petit peu sur le film. Et c'est pas un film que je déconseille, enfin peut-être moi non plus sévère que Manon, mais moins sévère que toi, Félix. Genre moi je trouve pas que The Rock soit si horrible que ça dans le film. Je trouve que quand même il apporte une forme de bonhomie. Enfin il essaye par tous les moyens de combler le fait qu'il soit impressionnant. Et du coup il y a des choses un petit peu marrantes en salle d'attente où il va signer des autographes à des gosses en disant et pas de bagarre. Moi ça me fait marrer, tu vois, parce qu'on sent qu'il y a quand même un second degré qui a apporté à ce personnage, et je trouve ça cool aussi le fait qu'à la fin ils aient mis le vrai Mark Kerr, même si je trouve que la scène où il finit par rigoler sans rien dire sous la douche et que Mark Kerr rigole pendant qu'il fait ses courses, tu dis ouais mec je sais pas ce que t'as ouais là, j'ai pas trop compris non plus. Les cartons ils sont nuls aussi parce que ça te résume le film, genre t'es en mode bah oui d'accord merci. C'est ce que je viens de voir après. Oui, mais ça... et eux ils gagnent des millions. Ouais, mais moi je trouve que ça donne quand même bien l'ambition du film qui est juste genre connaissez ce gars et c'est pas plus. Et ben écoutez, pas plus, pas moins quoi. Ouais, renseignez-vous sur cet homme et allez voir The Smashing Machine si vous avez envie de voir des mecs qui font du MMA être tendres et que vous aimez la bonne musique. On va tout de suite passer à House of Dynamite qui est pour le coup sur Netflix. C'est le nouveau film de Catherine Bigelow. Home. Everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of lived out their lives. Du coup, on recommence, c'est House of Dynamite ou alors la maison de la dynamite, mais je peux pas faire un mélange des deux, ça ne marche pas. Comme les gens qui disent DJ, c'est horrible. Je sais pas si vous voyez, au lieu de dire DJ, ils disent DJ. Et t'es là, c'est moi j'ai entendu. Et t'es là, tu dis DJ ou dans ce cas-là, vas-y carrément. Non, mais il y a des gens qui disent que jockey. Oui, mais ça c'est oui. Bon, alors je vous résume le nouveau film de Catherine Bigelow. Enfin, je vous le résume, on va y aller doucement. C'est lorsqu'un missile nucléaire de provenance inconnue est lancé sur les États-Unis, une course s'engage pour déterminer qui est responsable et comment réagir. Alors ça, évidemment, c'est le pitch très court parce que ensuite on est peut-être que Rita, je vais te donner la parole sur le film, mais du coup le film se passe à la fois à la Maison Blanche, dans la cellule de crise, enfin. En fait, le film se passe dans tous les espaces d'administration publique fédérale américaine où il y aurait besoin d'action pendant une attaque nucléaire sur le pays. Donc tu vas te retrouver dans vraiment plusieurs agences différentes. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas bien les agences fédérales américaines, c'est un bon résumé. Déjà honte à vous. Non mais en vrai, c'est extrêmement chiant de comprendre. Non mais c'était une blague. Ça va être ouais, parce que je sais pas si c'est vraiment le meilleur film pour te présenter les. Oui, mais c'est ça le truc, et c'est que du coup tu comprends rien si tu ne les connais pas. De mon côté, je suis en train de binge-watcher Scandale, donc je les avais toutes bien en tête. Mais sinon, c'est vraiment hardcore la rapidité avec laquelle ils expliquent et les acronymes. Il y a que des acronymes. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Je suis pas la plus grande fan de Catherine Bigelow. J'ai vu ses films à 14 ans parce que quand tu cherches réalisatrice femme sur Google, c'était elle qui sortait. On va citer qu'elle a fait Zero Dark Thirty, elle a fait Des mineurs. Elle a fait Point Break. Elle a fait Point Break. Elle a fait un film avec Jamie Lee Curtis en flic lesbienne exceptionnelle. Ça, je l'ai pas. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, elle a fait plein de choses et c'était la première réalisatrice à gagner l'Oscar de la meilleure réalisatrice face à son ex-mari James Cameron qui était nommé pour Avatar. Rien que pour ça, bravo à elle. C'est une personne que je trouve
Bah ouais, et d'ailleurs, Amy Poehler a fait une oui. blague merveilleuse sur ça. C'est le plus grand point de sa carrière, c'est d'avoir survécu à ce mariage. Voilà, c'était une blague. Mais ok, ça fait 3 blagues ce soir. Le problème, c'est que si tu dis tout de suite que c'était une blague, on n'a pas le temps de réagir. Je suis désolée, mais parce que j'essaye d'être concise pour dire que je n'ai pas trouvé ce film intelligent du tout. Je trouve que c'est un des films les plus stupides que j'ai vu cette année, mais d'un point de vue intellectuel. C'est Blue Steel, le film que tu mentionnais. Blue Steel, merci. C'est un film qui essaye de te raconter, en fait, c'est l'équivalent de la série 24 heures chrono, mais sur un appel Zoom. Avec 4 points. En fait, il essaye de faire Rashomon, bizarrement. C'est-à-dire qu'on a 4 points de vue. Et c'est des points de vue qui sont censés durer 9 minutes ou 12 minutes. Et en fait, une vingtaine de minutes, non? Ouais, non, mais non, justement. Au début, ils expliquent qu'on a genre 12 minutes avant que la bombe hit Chicago. Et en fait, les points de vue durent à chaque fois 25 minutes. Donc c'est rallongé. Et ça lead à la pire fin de film de cette année pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un teasing absolu pour quelque chose qui est déjà compliqué pour moi de faire du teasing sur ça, c'est hyper malsain, donc sur une attaque nucléaire, et le film se finit sur... C'est la saison 2 de 24 heures en rien. l'occurrence. Comment ? C'est la saison 2 de 24 heures chrono en l'occurrence. C'est la saison 2 de 24 heures, bah voilà. Et au moins c'est une saison, encore une fois, film, série, voilà. C'est pour moi, au début en fait, j'ai eu du mal au début parce que je me disais c'est marrant, les personnages sont écrits comme dans un film, vous savez, Attaque sur la Maison Blanche, les trucs White House Down, il y a le London Down, tout ça. C'est-à-dire que vraiment pour te donner une contenance au personnage de l'actrice principale, Rebecca Ferguson, merci. On lui donne un enfant qui a la grippe ce matin-là. Enfin, ils ont tous les pires caractérisations faites en 3 minutes. Il y a genre 25 personnages, mais sans exagérer, qui ont chacun une mini caractérisation. Et je vous parle même pas de l'écriture des femmes, c'est un scandale. Et tout ça pour qu'ensuite, j'étais là, mais c'est trop bizarre, on dirait qu'on nous les prépare à tous mourir, mais moi j'ai pas eu le temps de m'attacher. Malgré tout, j'ai quand même passé un moment sympa la première partie du film parce que tu réussis bizarrement à rentrer dedans. Il y a une forme de, sur le premier point de vue, il y a un truc d'excitation qui monte petit à petit. Quand tu penses que tu vas avoir à un moment, est-ce qu'il va vraiment y avoir l'attaque nucléaire ? Et ensuite, tu pars sur un deuxième point de vue. Là, t'en as vraiment plus rien à foutre. Puis tu dis, ok, je vais attendre le point de vue du président. Il faut dire que ça répète l'histoire. Ça répète la même histoire, ouais. C'est pas juste un autre point de vue de la même. C'est juste qu'on revient au début. C'est les mêmes 15 minutes, c'est ce que je disais. C'est vraiment les mêmes 15 minutes du point de vue d'autres personnages. Et la deuxième fois, tu dis, bon, c'est chiant, mais au moins, je vais avoir le point de vue du président après, ça sera sympa. Celui d'après, c'est toujours pas le président. Et le dernier, c'est enfin le président. C'est Idriss Elba avec le pire accent américain que vous avez entendu de votre vie entière. Sachant qu'avant ça, il y avait Rebecca Ferguson avec le pire accent américain. Et avant ça, il y avait Jared Harris avec le pire accent américain. Ils ont pris que des Anglais pour des rôles d'Américains, mais genre qui sont censés venir du Texas, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Elle chapitre toutes ces parties justement répétitives avec des titres qui sont hyper cucu. D'ailleurs, à la fin, il y avait écrit partout written by je sais pas quoi Oppenheim. Moi, j'aurais pas été fière de mettre mon nom là-dessus à la fin en aussi gros. Alors, Noah Oppenheim, c'est pour la petite histoire l'ancien chef de NBC News. Donc, c'est un journaliste assez capé. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que Catherine Bigelow fait des films scénarisés par des journalistes, puisque à la fois Des Mineurs et Zero Dark Thirty étaient scénarisés par Mark Ball, lui-même journaliste de son état. Ah bah vraiment intéressant, mais malheureux. Non, mais enfin, et tout ça que je voulais dire, c'est que en fait, quand le film s'est lancé, j'étais là, la photo est sublime. J'adore rentrer dans les coulisses d'institutions. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer habituellement au cinéma. Déjà, pourquoi ne pas mettre ça au cinéma, justement ? Parce qu'il y a un truc visuel. C'est la question. Je vais pas relancer une question d'il y a 10 ans, mais franchement, voir ça sur Netflix en mauvaise qualité, c'est indécent. Et je dois juste dire que le rythme, je comprends pas comment est-ce que ce film a été greenlighté pour partir en tournage, dans la mesure où c'est une très bonne idée. Moi, je sais. Oui, bah oui, mais Catherine Bigelow. Ouais, bah, c'est trop dommage parce que ce film ne va avoir aucun retentissement, alors que l'idée et le casting est zinzin. Et l'idée est folle. Ah, ça aurait pu être un putain de film. Bah pour moi, moi, quand j'ai vu le lancement, et à Venise, en plus, bon, c'est Venise, donc ça compte pas, il y a eu de très bons machins, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est peut-être le film de l'année. Et je suis extrêmement déçue. Et il y a quand même une bonne trentaine de minutes au début qui sont en mode pas mal, et après, c'est n'importe quoi. Alban, est-ce que toi aussi, ça t'a fait plaisir pendant 30 minutes et ensuite patatras, ou dès le départ, t'étais pas convaincu par ce House of Dynamite ? J'ai pas vu le film. Quoi ? Mais pourquoi t'es dans mon conducteur ? T'aurais pu faire semblant comme Rita. J'ai vu ton regard de panique. Et qui t'avait de quoi parle-t-elle ? De quoi parle-t-elle ? Et bah non. Non mais mon conducteur il est faux. Laurent, toi tu l'as vu en revanche ? Non. Me fais pas ça. Si, je l'ai vu, évidemment que je l'ai vu. Je vais taper une crise de panique. Je l'ai vu et en fait je suis d'accord avec toi. J'aurais peut-être fait un poil moins violent. En vrai,
expression. C'est aussi qu'en réfléchissant, ça m'a énervé. Mais globalement, t'as dit ce qui allait pas, quoi. Concrètement, hein, je suis assez d'accord avec toi. Je serais un peu moins dur parce que je trouve que toute la partie suspense, en tout cas sur la première phase, elle marche vraiment bien. C'est-à-dire que j'arrive à être dans ce truc de tension, etc. Et que bizarrement, et ça, je dois t'avouer que je ne l'explique pas, j'arrive à revenir dedans. C'est-à-dire que même quand ils repartent, il y a à nouveau des moments de tension que tu vois du coup. Alors je sais exactement ce qui va se passer parce que c'est une boucle. Mais ça marche quand même sur moi. C'est quand même mise en scène assez bien, c'est Catherine. Ouais, même si elle a filmé ça comme un mockumentary, moi ça m'a fait marrer au début. Mais après, c'est le problème, c'est qu'elle est aussi, elle a un peu créé ce style aussi en fait. C'est-à-dire qu'elle a avec. Forcément un mockumentary. C'est un peu comme The Office. Exagéré. Non, mais en fait, avec des mineurs et tout, elle a quand même un peu aussi créé ce style avec son chef opérateur qui est Barry Ackroyd, qui ensuite a fait les Doug Liman et les films de Paul Greengrass, pardon, et autres, et notamment les films ensuite de Adam McKay, Vice et tout, et Succession. Enfin, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans ce truc de capter l'action comme si elle était documentaire ou réelle. Donc c'est assez bon, c'est pas étonnant qu'elle filme comme ça. Là où vraiment moi je te suis en fait sur le problème qu'il y a autour de la construction et du choix en fait autour du film, c'est que l'objectif, à mon avis, avoué de ce film, il est double, c'est de montrer qu'on est plus proche qu'on ne l'imagine d'une guerre nucléaire, globalement. C'est essayer de montrer qu'il faut flipper un peu à ce sujet-là. Et que comment dire, on a beau avoir un niveau de préparation qui est quand même assez élevé avec des process, avec des scénarios, des machins, il peut toujours se passer quelque chose qu'on n'a pas prévu et il peut toujours se passer quelque chose de très grave. Là où moi j'ai un problème, c'est que déjà le scénario de base de ce missile qui part d'on ne sait où tout seul pour aller bombarder une ville américaine et que personne n'a remarqué. En fait, il n'a pas de sens. C'est-à-dire que beaucoup de spécialistes en fait disent que c'est un des gros points noirs du film, c'est que globalement en fait le point de départ est absurde. C'est qu'en fait personne ne ferait jamais ça. C'est complètement, enfin, c'est pas comme ça que ça marche parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, on arrive à savoir qui est envoyé comment parce que il y a des histoires de résidus nucléaires et on sait d'où ça vient et de machin. Enfin, et puis il y a des réseaux d'espionnage. Il y a toujours un moyen en fait de savoir qui a fait ça. Donc cette espèce de principe est un peu bidon et que en plus toutes les règles, les process, les machins, ce que moi je sais pour la France, c'est que c'est confidentiel, donc on n'a pas accès à comment ça se passe en vrai. Je ne sais pas comment les Américains, eux, ils communiquent en fait autour de la manière dont ça fonctionne, mais je serais un peu surpris que ce soit vrai en fait ce qu'il y a dans le film. Mais ça me gênerait pas si le discours était intéressant. Oui, mais du coup, bien sûr, mais du coup, à quoi bon essayer de faire un truc un peu documentaire sur comment ça se passerait, comment est-ce que ça marcherait dans la vraie vie. En fait, il peut se passer des trucs très graves, machin, etc. Si globalement, à la fois le scénario et à la fois le scénario proposé et à la fois l'organisation et comment tout ça va s'organiser et un peu bidon, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt. D'autant que, pardon, dire que, enfin, tu vois, dire l'hiver nucléaire est peut-être plus proche qu'on le pense, bah merci. Enfin, je trouve que t'as pas besoin de faire un film pour le dire en fait. Oui, surtout et si c'est ça le discours, il s'arrête là. Le discours quand même, c'est d'humaniser exclusivement les Américains. Elle prend le temps de dire que chaque personne a quelque chose à perdre s'il y a une guerre nucléaire, mais seulement les Américains. Et moi, j'ai vraiment un problème avec seulement les Américains. Non, il y a la Russie aussi. C'est parce que ça se passe aux États-Unis. Est-ce que tu humanises? Ce que je dis, c'est que oui, ça se passe. Bien sûr, ça se passe aux États-Unis, mais en fait, tout le film passe son temps à dire les ennemis des États-Unis. En fait, il y a un truc de rendre l'autre ennemi et rendre l'autre donc ok si on renvoie une bombe dessus. Non, pas du tout. Non, moi je trouve que ça c'est vachement comme ça. Là, le film montre que justement la réponse est encore plus débile que l'agression. C'est-à-dire qu'en fait, ils se laissent entraîner par machin là, Tracylette, qui est dans le style de on va pétons la gueule à tout le monde juste parce que comme ça on montre qu'on a des gros biscottos. En fait, il est clairement celui qui va entraîner la violence par la violence. Donc en fait, je pense que le film ne lui donne pas tort pour autant. Bah, pour moi, le film montre que toutes les opinions sont entendables. Bah oui, mais le film te présente que la situation est compliquée et qu'il va falloir que prendre en fait la décision est complexe et qu'elle pourrait foutre la merde. Non, mais le film montre que globalement il y a des niveaux d'incompétence à tous les niveaux et que par conséquent, si tout le monde est incompétent, c'est la merde. C'est ça le projet du film. Oui. Mais à partir du moment où tu as dit ça, en effet, si tout le monde est incompétent, en effet, c'est la merde. Enfin, il y a un côté où merci Sherlock, quoi. Oui. Mais est-ce qu'on... tu voulais rajouter quelque chose? Non. Est-ce que du coup, quand même, vous le recommanderiez à regarder? Parce que le découvrir sur Netflix chez soi,
En effet, moi je suis pas complètement d'accord. Enfin, pour moi, on peut pas vraiment le recommander parce que le problème, c'est que c'est pas un bon film. C'est-à-dire que son projet est, à mon avis, un peu raté et que du coup, là où il aurait pu être spectaculaire, il aurait pu montrer un truc sur les conséquences de ce que ça veut dire d'envoyer une bombe nucléaire, etc. Et ben en fait il le fait pas. J'ai pas beaucoup rajouté de trucs parce que je pense que je suis d'accord avec vous deux, mais je trouve en effet le dispositif du film se tire une balle dans le pied à partir du moment où il a plus rien à raconter au bout de 40 minutes. Et en fait une structure comme ça qu'on appelle structure Rashomon, parce que voilà, c'est le fait de revoir la même scène sous points de vue différents, ça a un intérêt si les points de vue sont intéressants. Or là en fait on nous donne toutes les cartes en main dès les 40 premières minutes, et en fait à chaque fois on se dit le seul truc qu'on apprend, c'est que peut-être ce personnage-là a dit cette phrase parce qu'il était aux toilettes ou parce qu'il est en train de faire un footing, mais ça ne me donne pas plus de contexte que ça. Et du coup, ça fait qu'il y a une espèce de contradiction interne dans le film entre le fait de vous allez voir ce que vous allez voir, vous êtes au plus près de la réalité et tatati et tatata, et du coup grosse ficelle narrative de machin il a une fille, machine elle a un mari, machin il a une femme qui est au Kenya en train de faire un safari, et du coup il y a vraiment pas de, et il y a pas du tout en effet une étude des conséquences, alors qu'en fait c'est les conséquences, comme tu as dit Laurent, qui sont les plus intéressantes. C'est qu'à partir du moment où il y a une ogive nucléaire qui se fracasse ou pas, parce qu'en fait le film ça se trouve c'est pas une ogive nucléaire, c'est ça, on n'est même pas sûr. Ou en fait il y a un machin qui se fracasse sur une ville américaine. Est-ce que la réponse, quelle est la réponse, comment les gens vivent? Et du coup à partir de ce moment-là, moi j'aurais aimé voir ce film-là, mais du coup elle back out au lieu de nous proche de parler anglais, elle botte en touche au lieu de traiter le sujet. Et le sujet qu'elle traite, en effet, il est trop peu traité, alors qu'en effet, il y a un art du montage, du rythme quand même qui est puissant. Enfin, elle sait faire des films. Et le problème, c'est qu'en effet, le scénario, il n'est pas servi, et il ne sert pas l'intérêt du film, et que conceptuellement, tu sens qu'en fait, les mecs, ils n'ont plus rien à raconter, et ça, c'est vraiment dommage. Parfois, il suffit de faire un film simplement. Et oui, voilà. Et c'est ça qu'en fait, si le film était monté de manière linéaire, je pense que ça aurait été un bien meilleur film. Parce qu'en fait, on aurait eu tout dans la continuité, et peut-être que cet enchaînement des décisions ou des mauvaises décisions ou des non-décisions, elle aurait été beaucoup plus intéressante que en fait, de montrer 3 fois la même chose dans le même ordre. Non, juste ajouter que les motion design sont très jolis dans le film. La manière dont les titres sont agencés et tout. Moi, j'ai trouvé ça assez. C'est une qualité très importante. Ouais. Vous avez besoin de sauver un film, vous demandez à Antoine, il trouvera une qualité mignonne pour sauver la personne. Oui, Alban. Je veux juste plaider coupable. Je me suis effectivement inscrit sur le film. J'ai pas rêvé. J'ai complètement oublié de le regarder, quoi. C'est super parce que du coup, on a tous blâmé Elisabeth. Elle s'est fait défoncer. Voilà. En fait, c'est toi qui as grave fait de la merde. Je vais clairement faire un montage de ça. A few minutes later. Écoute, mais c'est très bien, ça nous permet de faire la transition vers le focus, parce que tu vas prendre la parole en premier sur l'animation française. L'animation française, une exception mondiale, point d'interrogation. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Mais avant de te donner la parole, Alban, le temps que tu te souviennes si tu as bossé ce focus ou pas, je vais citer les parce qu'on demande donc toutes les semaines à nos Rappelez quel est le thème du focus aussi. Je viens de le dire. L'animation française, une exception mondiale, point d'interrogation. Et on demande toutes les semaines donc à nos abonnés sur Instagram, n'hésitez pas à répondre quels sont leurs films préférés du genre ou du sujet qu'on va traiter. On a eu pas mal de réponses. Alors déjà, Kirikou en masse. Kirikou visiblement est le grand gagnant quand même des films français d'animation préférés. On a eu Le Roi et l'Oiseau, pas mal, Ma vie de courgette, La table tournante, Patate et le jardin potager, Azur et Asmar. Après, il y a quelqu'un qui redit Kirikou, mais qui dit par contre énorme trauma des robots qui brûlent les maisons quand j'avais 6 ans. Mais c'est vrai que beaucoup de gens citent Kirikou alors que c'est assez traumatisant. Ou encore Prince et Princesse. Il y a beaucoup de Michel Oslo quand même dans ce que tu racontes. Oui, et quelques Arco qui vient de sortir récemment, mais qui visiblement a déjà conquis le cœur des gens. Allemand. Tu vas donc nous parler du début de l'animation française. Eh oui, Jamie. Ça va être super dur d'enchaîner.
Donc là, je vais parler quand même sous la responsabilité d'Antoine, qui connaît quand même mieux le cinéma d'animation que moi. Donc c'est un message que... Interromps-le à tout moment s'il dit une bêtise. Donc effectivement, je me suis un petit peu renseigné, et c'est vrai que la France occupe une place singulière dans l'histoire du cinéma de l'animation, une histoire qui s'est écrite sur le temps long, et dont l'acte de naissance officiel, enfin ce qui fait consensus, c'est le 28 octobre 1892 au Théâtre Grévin, sur les grands boulevards à Paris, 3 ans avant la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière, lorsqu'Émile Reynaud, qui est un inventeur, notamment du praxinoscope, c'est un jouet qui donnait l'illusion du mouvement en fonctionnant sur le principe de la compensation optique, eh bien il propose pour la première fois au public ces pantomimes lumineuses dans le cadre de son théâtre optique. Le théâtre optique, s'est breveté, comme toutes les inventions en France, en 1888, et ça consiste en une machine qui permet la projection sur grand écran d'images animées sur un décor fixe, et il utilise pour cela une bande qui comporte non plus 8 mais 12 dessins animés en boucle dans son praxinoscope, et de fait, le théâtre optique va attirer énormément de gens. Ça va être joué 3 fois par jour au Théâtre Grévin, et ça va attirer presque 1,5 million de spectateurs à peu près. Donc ça... Ça va effectivement énormément marcher. Seulement, l'invention des Frères Lumière, quelques années plus tard, va faire un peu tomber dans l'oubli le théâtre optique. Le live action a ringardisé le début du cinéma d'animation. Mais complètement, il a jeté même ses pellicules dans la scène. Non. C'est tellement triste. C'est tellement un move, c'est tellement un move de genre dans son biopic, tu vois, il est en mode genre je suis fini, je suis ruiné, et il lance ses pellicules dans la scène. Olivier Gourmet va incarner Émile Reynaud. Dwayne Johnson va jeter les pellicules à cause de ce que vous avez dit. Le Smashing Machine. Il va les casser. Il va les smasher. Mais quelques années plus tard, attention, tenez-vous bien, un autre Émile, Fabrice Tourelle, un autre Émile tout aussi illustre, va rendre un peu l'animation française au centre de l'intention. C'est un monsieur qui s'appelle Émile Cole, et en 1907, quelques années après l'invention du cinématographe, il va s'emparer du fameux mouvement américain ou tour de manivelle, qui est emprunté au père de l'animation qui s'appelle James Stuart Blackton, et il va réaliser le premier dessin animé français sur pellicule qui s'appelle Fantasmagorie. Émile Cole, comme beaucoup de gens de l'animation autour des années 20 et années 20, années 30, sont des caricaturistes de presse essentiellement, et il va faire à peu près 300 films entre 1920 jusqu'à 1940, je crois, et il va faire des films à la fois de grand public, tout public, des films pour enfants, mais aussi des films de vulgarisation scientifique. Il va travailler avec Pathé, avec Gaumont, avec Lux, avec Eclipse, avec Éclair. Il va à la fois donner de l'aide à des réalisateurs pour tourner des films, et à la fois tourner sa propre production. De cette phase-là va s'en suivre d'autres réalisateurs qui vont se connaître, parce que c'est d'autres réalisateurs qui viennent aussi du monde de la presse. On est dans les années 30 à un moment où la presse change complètement format et met beaucoup plus l'accent sur l'image, que l'image va pouvoir s'animer, et donc du coup beaucoup d'agences publicitaires vont se créer. Il va y avoir notamment j'ai oublié son nom, je l'ai noté, un monsieur qui va ouvrir le premier studio d'animation en France, qui s'appelle le studio Lortac. Je sais plus comment s'appelle le prénom, mais c'est le nom de famille du gars. C'est créé à Montrouge en 1916, et ça va poser vraiment les bases d'un modèle français pour le cinéma d'animation en France. Ils vont faire à la fois des films, mais aussi beaucoup de publicité. C'est notamment à cette agence-là que va se faire une série qui a commencé dans les années 20, qui s'appelle Le Canard en ciné, qui était en fait des actualités du Canard enchaîné en version animée. Wow. Donc énormément de choses vont Moi, je veux revoir ça aujourd'hui, en fait. Mais je pense que c'est au CNC. Hein. Ouais. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se sont faites dans l'animation, et aussi un autre grand monsieur de l'animation qui s'appelle Maurice Ogallo, qui a participé, qui connaissait aussi Émile Cole et l'Autrac, et du coup qui les ont accompagnés. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur la relation entre ces 3 hommes de l'animation en France, comme quoi ils ont co-construit ce projet-là, alors qu'en fait les relations qui les liaient n'étaient pas forcément aussi explicites que ça, mais en tout cas c'est quand même des efforts à la fois individuels puis collectifs qui ont permis que le cinéma d'animation en France se structure, et qui aussi s'exporte aux États-Unis, parce qu'Émile Cole, c'est quelqu'un qui, dès ses premiers films, va donner des cours sur l'animation aux États-Unis, et donc du coup qui va faire rayonner ce savoir-faire français partout dans le monde. Et alors c'est bien, tu viens de citer à la fin les 2 points principaux qu'on va évoquer, qui sont donc le modèle économique structuré du cinéma français pour l'animation, et ce savoir-faire industriel qui s'exporte aux États-Unis. Peut-être sur le modèle économique, effectivement, c'est un modèle économique qui est assez unique, alors qui est le cas pour le cinéma en général, puisqu'on a le CNC, etc. On s'était dit qu'un jour on ferait un focus sur le CNC. Peut-être que le jour est venu d'en parler un petit peu, mais en tout cas le cinéma d'animation français a une existence particulière sur la scène mondiale aussi, parce que voilà, on a un système de financement qui le permet. Laurent ? En fait, je dirais
avant ça même, le cinéma d'animation est quand même beaucoup tiré aussi de la bande dessinée, en fait. En tout cas, beaucoup d'adaptations de ça. Et la France est un des 3 grands pôles mondiaux de bande dessinée, avec les comics aux États-Unis et les mangas au Japon. Exactement. Et donc, c'est vrai que notre spécificité en matière d'animation, elle commence par venir par là. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait de la BD, on va faire de l'animation qui va être particulière, avec un style particulier, et qui va du coup vachement inspirer ça, quoi. Mais alors du coup, sur effectivement ensuite le CNC, la manière dont ça s'est structuré économiquement, Yuri, peut-être. En fait, il y a quand même eu une espèce de passage à vide aussi dans les films d'animation français. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cité Le Roi et l'Oiseau, et il y a d'autres qui citent La Planète Sauvage de René Laloux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de La Planète Sauvage. Qui sont 2 films d'animation immenses, des années 70-80. Ouais. Et puis en fait, après, il y a une espèce de moment où il n'y a plus trop de films d'animation, si ce n'est les adaptations, en effet, Astérix ou les séries animées Tintin. Mais tu as un vrai renouveau à la fin des années 90, avec aussi une filière qui se structure autour des écoles, que ce soit l'école Émile Cole, dont tu cites le nom tout à l'heure, allemand, mais également l'école des Gobelins, qui est voilà, et donc qui va aussi permettre avec de nouveaux réals, de nouveaux auteurs à la fin des années 90. Ouais, notamment, ouais. Et puis en fait, tu vas voir aussi un côté un peu plus artisanal de gens qui. En fait, le court-métrage d'animation est aussi une section à part entière, mais qui en fait est un vivier aussi de gens qui font des trucs avec 3 bouts de ficelle, et en fait qui existe aussi depuis très longtemps. Antoine, les deux, effectivement, il y a à la fois le court-métrage qui existe avec 3 bouts de ficelle, parce que dans l'absolu, n'importe qui peut faire de l'animation, et c'est dans beaucoup de musées du cinéma aussi, c'est un atelier qui est souvent proposé de dire en fait, tu peux faire de la stop motion, tu peux faire de l'animation. La stop motion qui est du coup une image par une image. Exactement, qui est de l'animation image par image, où en fait, soit tu fais bouger des marionnettes ou des objets ou des dessins, mais l'idée c'est vraiment de recréer ce processus d'animation, et en fait effectivement plus tu as d'images à l'écran, dans une certaine limite, plus ça va être beau et réaliste, mais en fait dans l'absolu tu peux faire de la stop motion avec une image par seconde, ça sera de l'animation. Voilà, c'est gros mythe. Par exemple en stop motion qui est un bon exemple, mais il y a aussi du court-métrage d'animation qui est très structuré, qui est très bien financé, et quand tu regardes Annecy par exemple, il y a une catégorie entière qui est dédiée au cinéma, au court-métrage d'école et aux films d'études en fait, et c'est souvent des films effectivement assez expérimentaux, avec des thématiques et visuellement des trucs que tu vois un peu que dans cette catégorie, mais qui sont d'une qualité de fou. Qui sont d'une qualité exceptionnelle. Est-ce qu'on peut redire à nos auditeurs en fait ce que je réalise ce que c'est qu'Annecy pour le cinéma d'animation? Ouais, Annecy, donc c'est le festival du film d'animation d'Annecy, qui est à la fois un festival de films et un marché d'animation qui s'appelle le MIFA. C'est en gros l'équivalent du festival de Cannes pour l'animation, et pour tous les types d'animation, donc à la fois l'animation vraiment très grand public, les gros studios américains, Disney, Pixar, DreamWorks, adorent présenter leurs nouveaux films, leur line-up à Annecy chaque année. Il faut vraiment dire que c'est un hub international. C'est un hub énorme. C'est à la fois, c'est exactement l'équivalent de Cannes, parce que c'est aussi un marché où, en fait, tu travailles dans l'animation de près ou de loin. T'as envie d'être à Annecy pour pouvoir te montrer, pour pouvoir parler aux gens, que ce soit côté cinéma, mais aussi côté très 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 technique. Tu fais un truc extrêmement technique, tu bosses dans un logiciel d'animation, tu bosses dans un logiciel de montage, de storyboard, etc. Tu veux être à Annecy pour pouvoir parler aux gens et présenter ton produit, quoi. J'ai juste une question à te poser, c'est est-ce que du coup le marché du film d'animation à Annecy, tu dis qu'il est mondial, est-ce que du coup il y a, on va dire, des collaborations, en tout cas des façons de penser du cinéma d'animation de manière mondiale, comme ça, avec avec au-delà de, si tu veux, de ces 3 pôles qui font un peu leur truc dans leur coin, qu'il y a vraiment des collabs et des... Tu veux dire des coproductions entre différents pays qui naissent là-bas, des copros, et puis même, je veux dire, avec un logiciel de tel pays et un producteur de tel autre pays, qui est vraiment, parce que pour moi, l'animation, la manière dont moi je le vois, mais c'est peut-être faux, hein, c'est que vraiment, il y a 3 endroits où on en fait globalement, en Asie, en Europe et aux États-Unis, qui ont chacun un peu leur spécificité et qui se parlent pas forcément beaucoup, mais alors que manifestement peut-être plus que je ne l'imagine. Alors effectivement, il y a beaucoup de coproductions. Tu peux penser à l'Europe par exemple, où quand tu regardes en vrai les films d'animation européens qui sortent, c'est quasiment que des coproductions européennes. Parce qu'il faut dire qu'en fait un film d'animation, ça coûte extrêmement cher à produire. Ouais, ça peut coûter très cher, et surtout ça met beaucoup de temps, et c'est pas le même. Le temps c'est de l'argent, donc. Voilà, exactement. Mais après, sauf quand vous êtes 2 et que vous payez pas. Tu vois, Flo, ça a coûté très peu d'argent, mais il était tout seul dans une cave. Oui. Alors justement, Flo, donc effectivement, on est sur un budget de 3,5 millions, ce qui est en vrai un budget pour un film en live action français classique. Mais effectivement, Flo, c'est un bon exemple c'est une coproduction entre 3 pays, donc la Lettonie, la France et la Belgique. Et c'est de l'argent du CNC.
CNC d'ailleurs. Et c'est en partie de l'argent du CNC, le côté français. Et, comme dans beaucoup de copros européennes, que ce soit anime ou pas anime, le CNC de toute façon a toujours ce rayonnement-là sur le européen. Donc effectivement, tu as des exemples de un film européen d'animation, enfin un film de n'importe quel pays d'Europe dans l'animation va beaucoup être un film européen. Arco, c'est un peu un contre-exemple parce que pour le coup, c'est vraiment qu'une production française. Mais après, il y a aussi des collaborations qui se font. Là, j'ai un exemple d'un film Anzu, Chat Fantôme, je crois que vous l'avez vu, vous en aviez parlé, où là, pour le coup, c'est une collaboration vraiment entre des équipes françaises et des équipes japonaises qui était assez novatrice et assez inédite aussi dans la manière dont la collaboration s'est faite. Et ça se ressent aussi dans le film vraiment en termes de vibe, où tu sens que tu as tout l'héritage du cinéma japonais qui arrive à la fois dans la manière de faire et dans les influences aussi des artistes qui ont bossé dessus. Et en même temps, tu sens qu'il y a une petite touche française, européenne aussi derrière le film, quoi. Après, à Annecy, ils essayent aussi de mettre en lumière des cinéastes d'un peu partout. Et notamment, cette année, quand j'y étais, on a rencontré des gens qui venaient d'Australie et de Nouvelle-Zélande en particulier. Et en fait, le CNC néo-zélandais, ils commencent à peine à avoir une section animation qu'ils envoient à Annecy. Pareil, il y a des sessions de pitch dans ce festival qui est super intéressant, où tu as des gens qui viennent pitcher leurs projets pour chercher des producteurs, des financements, parfois des distribs. Et par exemple, tu peux faire sur les matinées, tous les matins, tu as une session de pitch, et il y a une fois c'était pitch des femmes africaines dans l'animation. Donc en fait tu as vraiment un focus mondial et chaque année il y a un pays invité. Cette année c'était, j'ai déjà oublié, la Hongrie. Il y a eu la Hongrie. Ces dernières années il y a eu Hongrie, Mexique, Portugal, la Suisse, hilarant. Boring, pourquoi pas. Mais excusez-moi, c'était hyper gratuit. Mais donc voilà, il y a quand même un truc sur les coproductions vraiment mondiales. Et oui, il y a clairement cette industrie de le studio est aux États-Unis, mais le studio de doublage est en Belgique, mais la prod est en France, et dans le cas de la série, mais c'est encore autre chose, les distributeurs sont mondiaux, quoi. Et alors, oui, vas-y. Non, mais j'allais juste te dire parce que là on a parlé pas mal dans les films d'ailleurs qui ont été cités par nos followers de films qui sont en fait pour enfants. Mais ce qui est assez intéressant en France, c'est que on a à la fois des films jeunesse là dont on a mentionné, mais en fait il y a aussi une vraie production de films pour adultes d'animation. Récemment, il y a eu Mars Express qu'on avait beaucoup aimé. Il y a eu J'ai perdu mon corps. Et il y a vraiment Le Sommet des dieux qui est également. Donc il y a vraiment c'est récent, non, j'ai l'impression. C'est assez récent. Les Hirondelles de Kaboul, il y a beaucoup de. Non, mais Persépolis, etc. Mais disons que j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, on dresse un portrait magnifique de l'animation. La réalité, c'est que c'est quand même un milieu qui est hyper précaire parce que difficulté de financement. Le CNC, il peut pas se permettre de financer des films à la même manière. National du cinéma, je précise au cas où. Voilà, et surtout, la manière dont on analyse et les films, en tout cas les projets pour les produire, correspondent pas complètement justement à l'animation parce que nous on est vachement basé sur les textes, sur les notes d'intention, sur les scénarios. En animation, c'est très pratique, c'est très formel au début. C'est le storyboard, c'est des trucs comme ça, exactement. Et en fait, c'est pas du tout notre culture de financement. Donc du coup, il y a quand même un décalage qui se fait. Et il y a aussi, je pense, un snobisme des institutions qui voit le cinéma d'animation encore aujourd'hui comme un truc pour enfants. Mais ça commence à se transformer. Mais je veux dire, je pense que c'est tout le paradoxe dont on voulait parler aussi dans le focus. D'où le fait qu'il y a un point d'interrogation. Parce que il y a en effet une production qui est extrêmement riche parce qu'il y a quand même chaque année 4, 5, 6 films d'animation, on va dire bien financés avec un appel qui est pas seulement pour un public très jeune, qui parle aussi à un public adulte. Il y a donc tout le monde, je suis d'accord avec toi, tous les réalisateurs et réalisatrices d'animation diront en vrai c'est archi chaud de faire des films d'animation et on doit se débrouiller avec pas grand chose. Bienvenue, il explique qu'il n'a rien fait pendant 4 ans. Alors il a eu des enfants en même temps visiblement, donc je pense que c'était mais il explique qu'il a pas été au ciné, qu'il a rien fait, enfin que ça a été un espèce de tunnel de 4 ans et que ces films là qui sont pourtant vachement salués par la presse. Je vois qu'ils sortent, on dit voilà, c'est génial, La Tortue Rouge, quel film magnifique, Avril et le Monde Perdu, quel film magnifique, J'ai perdu mon corps, quel film sublime. En fait, tous ces films là, ils sont très reconnus par la presse, par la profession, parfois même par le public, parce que y a des films comme Les Triplettes de Belleville qui ont fait des énormes cartons. Et pourtant, il y a l'air d'avoir quand même un truc de, c'est la fameuse phrase de Guillermo del Toro, l'animation n'est pas un genre, c'est un médium. Donc, il y a quand même toujours un espèce de blocage dans les festivals importants type Cannes ou même dans les institutions comme les Césars, de en fait toujours reléguer le truc à une catégorie spécifique qu'à l'animation, comme si à l'intérieur de laquelle vont coexister un film pour enfants et J'ai perdu mon corps. Ce qu'il faut, c'est que les Césars, en fait, il n'y avait pas de catégorie dédiée au long métrage d'animation avant 2011. Et ça paraît complètement dingue quand tu considères cette histoire-là. Il y a eu brièvement, au début de l'histoire des Césars, une catégorie court-métrage d'animation, mais pas de catégorie long-métrage. Et pendant 3 ans, de 2011 à 2013, il y avait une seule catégorie
animation dans laquelle avec 5 films à chaque fois qui étaient présentés et c'était un mélange à la fois court et long, ce qui en vrai n'a pas trop de sens parce que comment est-ce que tu votes entre effectivement un film de 10 minutes et 1h30 quoi. Un truc d'une heure et demie. Et voilà. C'est les Césars qui ont fait ça. C'est les Césars qui ont fait ça, tout à fait. Et aujourd'hui, ils continuent à me surprendre. Hein. Et non, aujourd'hui effectivement, donc t'as toujours cette catégorie meilleur long métrage d'animation, et c'est rare de voir des films d'animation effectivement nommés dans d'autres catégories. Il y a en gros 2 exemples. Le meilleur exemple, c'est Ma vie de courgette en 2011 qui avait gagné 2 Césars pour le coup. C'est le seul exemple de ce cas-là. Donc meilleur long métrage d'animation et meilleur scénario. Mais parce que scénarisé par Céline Sciamma, qui en fait vient du cinéma d'auteur plus institutionnalisé. Exactement, donc forcément ça aide. Alors après, le deuxième exemple, c'est l'année dernière La plus précieuse des marchandises. 3 nominations aussi. Mais réalisé par Azanavicius, exactement. C'est pas Azanavicius derrière, mais je pense que le film n'a pas du tout complètement. Le problème derrière, est-ce qu'il est pas aussi économique? Salut Rita. Pourquoi Rita, tu rigoles? Le problème, c'est le non, mais est-ce qu'il est pas aussi économique? C'est-à-dire que typiquement le biopic sur Marcel Pagnol, qui est quand même à 17 millions de budget ou 19 millions de budget. Je vous parlais il y a 2 semaines. Un truc qui a pas trouvé son public du tout. C'est-à-dire que je sais même pas combien il est maintenant, mais je pense qu'il a moins de 100 000 entrées là en deuxième semaine. Alors qu'il y avait SCH. Alors qu'il y a SCH derrière pour la promo, quoi, quand même. Donc, c'est dire. Là, Laurent, tu viens de faire genre, tu sais qui c'est SCH. Je sais qui c'est. Ça veut pas dire que j'ai déjà écouté ce qu'il dit. Non, parce que je vais pas faire l'accent marseillais, comme faut pas déconner. Là où je veux en venir, c'est que quel est l'intérêt en fait de faire un film qui va coûter aussi cher et qui derrière va se vautrer quand on peut prendre moins de risques en faisant un film live, on va dire, ce qui du coup rend en fait la viabilité économique de ce genre de truc potentiellement très compliqué, et ce qui est à mon avis dû non seulement en effet à un snobisme globalement du milieu et de la manière dont c'est appréhendé par le milieu, mais aussi les gens n'ont pas l'habitude, les adultes en France qui aiment aller au cinéma, ils n'ont pas l'habitude de se dire qu'ils vont voir du cinéma d'animation. Mais ça va changer, je pense, avec toute la génération qui regarde beaucoup de Japanime et qui en fait, je pense, sont un espèce de... ne s'intéresse pas du tout à Marcel Pagnol. Oui, c'est ça. Oui, bah non, là, c'est pas tout à fait c'est aussi le problème de films en fait, quand tu fais de l'animation, il y a un biais des gens qui pensent que la grande majorité des gens vont dire c'est pour les enfants. Si tu dis que c'est pour les adultes, en fait, le problème, c'est que Monsieur Pagnol, ils auraient dû aller capter des publics de personnes âgées qui sont... Voir des CD qui est L'ennui avec ça, c'est que les personnes âgées, depuis le Covid, ne sont plus allées au cinéma. Aujourd'hui, les gens au cinéma, c'est majoritairement les jeunes. Et les jeunes qui ont plus que, 6 ans, ils veulent pas aller voir Monsieur Pagnol, et s'ils ont moins de 6 ans, ils vont pas comprendre le film. Donc il y a un problème de positionnement aussi, parce qu'aujourd'hui les films d'animation ils sont hyper rentables dans certaines niches, notamment la Japanime. Quand c'est extrêmement violent, ça peut très bien marcher. Quand c'est de l'horreur et ce genre de choses, l'entre-deux où c'est censé aller capter les jeunes de notre âge et un peu plus qui... Et même les ados, il y a quand même un trou sur les ados aussi. C'est ça, globalement la Gen Z et un bout des millennials qui ne vont pas au cinéma pour voir quelque chose qui n'est pas du grand spectacle, dans la majorité des cas, et que pour eux l'animation ne peut pas être du grand spectacle, parce que quand ça explose, c'est pas des vraies voitures, c'est des voitures qu'on a dessinées. Je dis vraiment caricaturalement. Mais il y a quand même des films d'animation, on va dire Pixar et tout, qui jusqu'à il y a pas longtemps arrivaient à capter un public plus large. Mais maintenant ils le voient à la maison. Parce que je pense aussi que c'est un truc de marque, les gens fonctionnent là-dessus. Enfin, tu vois, le garçon et le héron, ça a cartonné en France. La réalité, c'est que le film il est inaccessible. C'est pas le Miyazaki c'est pas du tout Miyazaki le plus accessible, et pourtant ça cartonne parce que il y a le nom Miyazaki et que du coup les gens ils se précipitent. Moi je pense que malheureusement on raisonne un peu trop, en tout cas en France, sur ce truc-là de, en fait, c'est tel studio et je vais aller voir le film de tel studio ou je vais voir le film de tel grand cinéaste japonais qui, voilà. Mais dès que tu sors une proposition qui est super cool, mais que t'as pas un nom, un truc, un élément identifié qui est un peu vendeur, bah les gens vont... Et typiquement, Arco, il n'y a pas Nathalie Portman derrière à la production qui fait quand même tout le tour de tous les plateaux, etc. Et évidemment le passage canois. Je pense que le film n'a pas non plus le même démarrage, mais vous mettez le doigt sur un paradoxe qui va pouvoir nous permettre de basculer sur la deuxième partie du débat, qui est que, en fait, il y a un espèce de paradoxe entre effectivement toute cette espèce de déjà précarité du milieu, galère à monter ses projets, etc. Et en même temps une espèce de liberté artistique, on a l'impression de trouver dans le cinéma d'animation, même adulte, ou qu'en fait quand on va voir J'ai perdu mon corps ou Mars Express par exemple, récemment on se dit mais jamais tu vois des films comme ça en live action en France. Et c'est pas du tout les mêmes univers, c'est ça qui est fou. C'est pas du tout les mêmes univers. C'est pas du tout uniformisé comme type de film. Non, et puis c'est hyper agréable en fait. Enfin, moi je sais que quasiment tous les ans j'ai un film d'animation dans mon top de fin d'année, et même souvent français en fait, parce qu'il y a des pépites comme ça qui sortent qu'on n'a pas. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la France, donc on le disait, il y a les écoles, etc., un vrai savoir-faire industriel, mais qui est en réalité beaucoup mis au service d'Hollywood, de la scène mondiale, et
pas tant finalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, la grande majorité des techniciens français travaillent en fait en France, mais sur des œuvres américaines. C'est vrai que si on fait un peu une chronologie des, en gros, 2 dernières décennies sur l'animation en France, en fait, l'arrivée de Netflix et des plateformes, en vrai surtout Netflix, a marqué un truc énorme parce que d'un coup, ils avaient besoin de contenu. Et parmi le contenu, ils avaient besoin de contenu d'animation, donc ils avaient besoin de gens pour créer ce contenu d'animation. Et en France, il y en a plein. Donc ça a créé un appel d'air énorme. Ouais. La série Arcane, on y pense récemment. Arcane, produite par le studio Fortiche, qui est un studio français, et c'est le meilleur exemple peu de ça. Mais c'est une série, pour les gens qui l'auraient pas regardé, qui est en anglais, basée sur une licence américaine, voilà. Mais par contre, ça a été construit en France. C'est une série pensée. C'est remarquable. C'est une série américaine de fabrication française. Voilà. Mais comme il y en a beaucoup, parce que Blue Eye Samurai, c'est la même chose. Hein. Exactement. Et en fait, Moi, moche et méchant. Hein. Moi, moche et méchant. Dans les films, c'est les tout Illumination. Et du coup, Super Mario et machin. Exactement. Tout Illumination, en fait, ça repose beaucoup sur ça. Migration, par exemple, qui était pas mal, le film de Benjamin Renner, c'est un réalisateur français pour le coup, avec des équipes françaises et des équipes américaines. C'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est un bon exemple Illumination de comment est-ce que 2 pôles, 2 pays travaillent ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc appel d'air énorme avec Netflix, donc forcément plein de studios se créent, plein de studios embauchent à tour de bras, plein d'écoles se disent mais en fait il y a un appel d'air génial, je vais passer mes promos de j'en sais rien, une classe de 25 élèves, l'année prochaine ils seront 40. Et en fait quand Netflix du jour au lendemain, ou les plateformes du jour au lendemain se sont dit en fait je vais arrêter de commander des nouvelles séries et je vais plutôt aller sur des fonds de catalogue, d'une certaine manière c'est génial parce que retrouver l'intégralité de Totally Spies sur Netflix c'est super. Ouais. Mais en fait École Lyoko par exemple, mais surtout ça fait que d'un coup il y a des studios qui doivent fermer parce que du coup il y a plus suffisamment de commandes, et en fait tu peux t'appuyer sur une série que tu arrives à financer avec 3 pays européens, mais il y a un moment en fait tu peux pas faire plus quand tu avais énormément de gens aussi qui bossaient pour toi. Enfin, ça crée une situation économique qui est très 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 compliquée, et je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Et pour quand tu vas à Annecy, la quantité de conférences ou de rencontres professionnelles qui sont sur en gros c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a énormément, et ouais. Mais tu vois, tu parles de Netflix, et Netflix, je pense qu'il y a un truc très particulier où en plus c'est quand même les plateformes de manière générale, elles ont envie que la série qu'elles commandent, elle soit livrée vraiment le lendemain, voire la veille, parce qu'ils ont une espèce de, ils ont du mal à avoir une vista à long terme, et donc ça c'est complètement contradictoire avec le temps de création d'une série d'animation. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, une frustration, en tout cas pour ma part, de voir effectivement qu'il y a Arcane, Blue Eye Samurai qui se font avec des équipes françaises, mais complètement créées artistiquement, je veux dire du point de vue pour le coup l'écriture, etc., la conceptualisation de la série du point de vue des États-Unis, et se dire mais merde, en France des bonnes séries d'animation française ou des bons films, on en voit quand même, je trouve, enfin on en voit mais pas tant, et en série vraiment très 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 peu, alors que, ou alors c'est un public enfant, c'est du Miraculous, Ladybug, etc. qui cartonne, mais je veux dire côté adulte, alors même qu'on se dit du coup si en fait les talents ils sont là et qu'il y a un marché mondial pour ça, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renverser la donne ? On n'est pas ambitieux, mais on n'est pas ambitieux pour tout. Enfin, je veux dire, c'est duplicable à énormément de cinéma. Et je pense vraiment qu'il y a cette barrière en France de l'animation, c'est pour les enfants, donc du coup on va produire Miraculous, mais par contre le reste, laissez tomber, quoi. Et il y a aussi une question de politique des auteurs, on a déjà touché un mot là-dessus sur plein d'autres focus, mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, s'il y a un nom derrière, et que du coup c'est du cinéma intelligent, et donc c'est du cinéma qui est digne, et s'il n'y a pas de nom derrière, c'est que c'est des petites mains de l'animation, et si j'ai du temps dimanche, peut-être j'irai. Il y a un truc vraiment de classisme dans les œuvres d'art au cinéma en France par rapport au nom de l'auteur, et encore plus, tu vois, Hazanavicius, il y avait tout le truc, en plus c'est quelque chose qu'il a porté pendant de nombreuses années, il y avait un truc de genre d'amour de l'art, de machin, et c'est hyper vrai, mais en vrai c'est vrai pour tous les auteurs de cinéma. Je crois qu'il a eu le temps de réaliser 2 films live entre temps. Oui, c'est ça, il y a un truc, mais ça lui a vraiment pris 25 ans, une des voix off c'était Gérard Depardieu, fallait la changer, enfin, mais c'est un truc de je trouve que c'est hyper beau de soutenir ça quand c'est Hazanavicius, c'est juste dommage de pas appliquer ça, parce que tous les films d'animation, derrière il y a des gens, surtout dans l'animation, faut vraiment le vouloir, genre vraiment faut vouloir aller faire ces films là, parce que c'est tellement galère et ça prend tellement plus de temps, comme tu dis, Hugo Bienvenu ça lui a pris un tunnel de 4 ans, il y a des gens ça leur prend 8 ans sur un film, typiquement Le Secret des Mésanges dont je vous ai parlé la semaine dernière, vraiment encore une fois allez voir ce film, ils ont mis je sais pas combien de temps dessus, et le film, son budget c'est 2 millions, je sais plus combien, c'est à dire qu'il y a zéro argent, ils ont 14 personnes qui ont bossé des heures dessus, et à la fin les gens veulent pas aller le voir parce que c'est de l'anime du coup. Et du coup je pense qu'on a dit que les réalisateurs de live action, et on n'a pas dit que c'était Jérémy Clapin pour J'ai perdu mon corps et Jérémy Perrin, c'est un autre Jérémy Perrin pour Mars Express, les deux Jérémy. Oui, Antoine. Ce qui est fou, c'est que tu vois, donc tu parles du Secret des Mésanges qui est effectivement super et que je recommande, c'est un film qui est unique. En fait il y a beaucoup de films d'animation qui sont des films uniques, et c'est des prototypes à chaque fois. C'est des prototypes à chaque fois. On peut parler de Linda veut du poulet par exemple de Sébastien Ludenbach. En fait c'est parce que
à un moment donné, il a une vision et une manière de faire, et en fait, la manière de faire va être un peu différente que la manière d'un film précédent ou d'un film suivant. Donc en fait, à chaque fois, il y a aussi, c'est un cinéma de prototype, beaucoup le cinéma d'animation, et c'est ça qui est aussi dingue. Mais peut-être qu'en cinéma, effectivement, c'est quelque chose qui a appelé à rester, mais je pense en série, peut-être qu'on pourra un jour avoir un modèle comme les Américains ou comme le Japon, qui en produisent à la pelle avec des gros studios comme MAPPA qui en font je sais pas combien par an. On a un modèle, et on a des chaînes qui achètent, des chaînes françaises, des chaînes européennes qui achètent. Il y a énormément de. France Télévisions a acheté je sais pas combien de saisons des Lapins Crétins. C'est en gros les trois. Miraculous, qui est comme une série française. Ils font une adaptation de Toby Lowness, je crois, France Télé qui est déjà. Elle est déjà sortie la première saison. Ok, bah voilà. C'est déjà établi. C'est déjà établi. Comme modèle. Oui, enfin, il y a déjà un modèle qui existe, mais qui est vachement moindre parce que l'industrie française et européenne est aussi plus petite que l'industrie américaine ou japonaise. Le risque, en fait, de rentrer dans ce genre d'engrenage-là, c'est qu'on arrive à un niveau d'uniformisation et de prisme qui est le même que celui du cinéma traditionnel, on va dire. Là, tu l'as dit tout à l'heure, une des grandes forces, je trouve, moi, du cinéma d'animation français, c'est qu'il est libre et qu'il fait des choses qu'on n'imagine pas et qu'on n'imagine pas dans le cinéma français en dehors de l'animation, justement parce qu'il n'a pas peur de casser les codes, parce qu'il est vu un peu comme le parent pauvre, ou en tout cas comme le vilain petit canard, et donc on le laisse faire un peu ses trucs dans son coin. Il galère, parce que c'est très compliqué, mais au moins quand il arrive à faire des films, il arrive à faire des films qui sont très différents de ce qu'on voit ailleurs, quoi. Enfin, en France en tout cas. Oui, et aussi des films qui vont se ressembler beaucoup. Enfin, tu vois, t'as parlé tout à l'heure sur le box-office du film Hopper, qui est le deuxième du coup sur... Oui. Bah en fait, ça c'est un film qui va complètement passer sous nos radars, parce que pour le coup c'est pas un film qui est targeté tout public machin, c'est un film qui est targeté vraiment enfant, et en fait c'est un film qui ressemble comme deux gouttes d'eau à beaucoup d'autres films en 3D que tu peux avoir vus. Oui. En fait, cohabite un peu les deux, cohabite un peu un cinéma de prototype avec des trucs que t'as jamais vu de ta vie, t'es en mode mais comment il a fait ça. Qui est un peu côté adulte en effet. Qui est un peu côté adulte ou enfant. Le Secret des Mésanges, enfin vraiment c'est des feuilles de canson qu'il a découpées et qui bougent image par image, alors que ça reste un film vraiment pour enfants, pour un public enfant que t'apprécies quand t'es adulte, mais c'est le public cible de ce film est vraiment enfant. Et à côté de ça, t'as des films effectivement qui se ressemblent un peu tous, notamment sur de la 3D, parce qu'en fait, c'est des techniques un peu communes et ça rentre un peu dans un moule. Et donc les deux cohabitent. Et tu serais plutôt toi optimiste sur l'avenir du cinéma d'animation français, ou justement parce qu'on le dit, c'est en même temps il y a une précarité, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus. Tout le monde est au chômage. Oui voilà, tout le monde est au chômage en ce moment. Donc c'est compliqué quoi. Et les gens avec qui tu parles effectivement te disent à l'époque, c'était dingue, j'enchaînais les contrats, je pouvais pas m'arrêter et tout. Et aujourd'hui il y a des postes effectivement où c'est plus. Puis à l'arrivée de l'IA. Effectivement, l'arrivée de l'IA, oui, c'est un sujet parce que tu te poses la question de dire, mais en fait, cette étape qui me prend autant de temps, autant de gens, autant d'argent, elle peut être simplifiée très facilement. Alors effectivement, surtout que le cinéma d'animation, l'animation en général, c'est aussi... Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui existent et des étapes que tu ne vas jamais voir. Un storyboard, par exemple, ça prend beaucoup de temps, c'est passionnant à faire et à fabriquer, mais c'est quelque chose que tu ne verras jamais dans le produit final parce que c'est juste une étape intermédiaire. Et maintenant, ils ont parfois publié les storyboards. Moi, on m'a offert celui de J'ai perdu mon corps. Au même titre que tu peux avoir des making-of sur du live action. Et en fait, de se dire que certaines des étapes intermédiaires, tu peux économiser énormément de temps, d'argent et de gens en passant par de l'IA parce que de toute façon tu le verras pas, ça fait partie du risque et des grosses questions à se poser et des demandes de régulation aussi qui sont faites quoi. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à déjà réagir au Focus aussi et à soutenir le cinéma d'animation française. Le cinéma, la série et les courts-métrages, beaucoup de courts-métrages. Beaucoup de courts-métrages et des trucs très... Et d'ailleurs, on n'a pas parlé dans les séries d'animation françaises récentes, Samuel. Bien sûr. Énorme carton, grosse marque maintenant. Donc en vrai, tu vois, ce genre de séries te font te dire. Mais qui a coûté 3 francs 6 sous. Parce que c'est de la 2D, mais purement créative et dans lequel tu rentres à fond et que tu as envie de voir. Quoi. Donc, et le défaut de ça, c'est que maintenant, quand il y a des chaînes qui veulent faire de l'animation, ils disent regardez, Samuel, ça coûte rien. Faisons tous la même chose. Ouais. Mais regardez, Arcane, c'est bien aussi. C'est pas vraiment possible. C'est la plus chère au monde. C'est bien aussi, Le Secret des Mésanges, c'est bien. Exactement. Peut-être pour terminer, c'est quoi les films d'animation français que vous aimeriez recommander ? Linda veut du poulet. Antoine ? Moi, Patater le jardin potager, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Quoi. Et t'as un storyboard original du film chez toi ? J'ai une pièce originale du storyboard. De patates. Tout à fait, de patates. Alban ? Louise en hiver. Et Louise en hiver, qui, si je dis pas de bêtises, c'est le même réalisateur que Le Château des Singes, Jean-François Laguioni, qui est un de mes plus grands traumatismes d'enfance, ce film. Et je l'ai vu et tu viens de me rappeler que je l'ai vu et en effet. Mais moi, je suis encore... je tremble quand j'en parle. Mais voyez-le.
Yuri Vous voyez les deux. Moi, c'est La prophétie des grenouilles, que j'ai vu quand j'étais petit. Et ça fait peur aussi. Ça fait vachement peur parce que t'as quand même une histoire de Napoléon qui crame Moscou. Enfin, c'est avec des gens qui courent en feu. C'est pas très marrant. Bah non. Moi, je pense que c'est Ma vie de courgette. C'est vraiment le film qui m'a le plus terrassé, mais tout genre, tout média, tout médium confondu. De Claude Barras, si je ne me je pense que ça serait ça. Félix Moi, j'adore Azur et Asmar. Je trouve que c'est vraiment. Asmar, t'as dit. Azur et Asmar. Laurent enchaîne, s'il te plaît, très vite. C'est Azur et Asmar, non? Pas volontaire en tout cas. Je suis désolée. Bon, on va être cancel un jour ou l'autre, de toute façon. Et qui aurait pu croire que c'était pas moi, en fait, qui soit responsable de ça? C'était Laurent qui a dit. Et moi, je me permets parce que moi, je connais vraiment par cœur la chanson du film et tout. Ça sera le générique de fin aujourd'hui, je la chanterai. Laurent wow, j'ai hâte d'entendre ça. Moi, je vais juste citer bêtement Mars Express parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Bien. Et que j'aime Rémi Perrin. Et pareil, gros nerd qui a dû taffer comme un malade pendant des années pour réussir à faire ce truc. Bravo à lui parce que c'est vraiment bien, quoi. T'allais rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Et effectivement, j'ai perdu mon corps, c'est trop bien. Et j'ai perdu mon corps, trop bien, ouais. Et j'allais dire, parce qu'on l'a cité au début, mais regardez La Planète Sauvage, si vous l'avez pas vu, moi aussi. Je parle que de trucs qui m'ont traumatisé, mais immense trauma que ce film. Ce qui est génial aussi, c'est quand tu mélanges les deux, quoi. Quand t'as de l'animation qui arrive dans un film en live action, c'est juste génial. Un des exemples que j'ai récent. J'allais dire Mary Poppins, mais c'est pas Roger Rabbit, quoi. Roger Rabbit, évidemment. Oui, mais... Et l'exemple récent, Ninja Baby, par exemple, tout petit film norvégien et qui utilise très peu de l'animation. Et la manière dont l'animation est amenée est hyper intelligente et voilà. Mais il y a un film français qu'on avait vu à la semaine de la critique aussi, et comment il s'appelle ce film? La musique est de Flavien Berger, c'est avec Blanche Gardin. Tout le monde déteste Jeanne. Tout le monde déteste Jeanne. Voilà. Tout le monde aime Jeanne. Tout le monde aime Jeanne. Il y a que toi qui la déteste. Hein, mais qui est une réalisatrice d'animation. D'animation, tout à fait. Qui avait fait le déjeuner dominical. De Harry Folman. C'est Harry Folman. Oui, le congrès, c'est un mélange, ouais. C'est un mélange. Harry Folman, d'ailleurs, c'est coproduit par la France, ces films. Oui, Valse avec Bachir, c'est coprod français. Regardez Valse avec Bachir aussi, mais aussi trauma. Arrêtons tout de suite avec ce Vox. Dites-nous, effectivement, encouragez le cinéma d'animation française et on passe tout de suite au reco de la perche. Perdons pas de temps à Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors, Laurent, tu as été courageux et tu es allé voir le nouveau film d'Orelsan. C'est pas son nouveau film, c'est. C'est réalisé par David Tomaszewski qui a réalisé pas mal de ses clips. Et qui avait qui était pas. C'était pas le co-réalisateur de Commencer loin. Pas du tout. De Commencer loin. Seulement ses clips. Ouais. Donc ce n'est pas le deuxième film d'Orelsan, tant mieux pour lui. Non, mais il y a Orelsan dedans. Parce que c'est. Il s'appelle Yoroi. Il s'appelle Yoroi et c'est l'histoire de Orelsan qui non parce que il joue son propre personnage où en fait il part au Japon parce que en gros il en a marre de la pression d'être une star du rap et il se retrouve. Il est juste parti en Normandie. Voilà, il est juste parti en Normandie, c'était un peu moins loin et il se fait en fait il trouve des morceaux d'armure qui finissent par se coller à lui et depuis qu'il est porteur de cette armure il y a des démons type de démons japonais qu'on appelle des yokai, qui sont en gros des démons du folklore japonais, qui viennent lui casser la gueule la nuit. Et il peut pas enlever l'armure. Et il peut pas enlever l'armure, il arrive pas à l'enlever. Cool. Non mais. C'est un pitch. Franchement, c'est un pitch de. En fait, la promesse du film, le début du film, c'est-à-dire de faire un truc un peu comédie quand même, film d'énormes weeboo, parce qu'évidemment il adore le Japon. N'est pas pour te déplaire. Et que c'est son délire. Moi, ça marche sur moi. La carte postale du Japon est assez marrante, c'est pas mal. Il y a la volonté de faire du comment dire, il se tape sur la gueule avec des armures et contre des démons. Moi, je suis chaud. Le problème, c'est que David Tomaszewski, malheureusement, quand il s'agit de faire un peu de comédie, ça va, mais quand il faut se taper, c'est pas terrible. Et quand il y a des démons qui sont censés faire un peu peur, ça fait pas peur du tout, donc c'est quand même un peu problématique. Et que par-dessus ça, le film est scénarisé par David Tomaszewski et Orelsan, et qui sont malheureusement quand même très 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 bourrin, c'est-à-dire que, en fait le problème du film c'est que c'est censé raconter, je vais à moitié spoiler le truc, mais c'est que c'est les démons, les yokai par lesquels il se fait attaquer, en fait c'est ces démons intérieurs contre lesquels il lutte et sur lesquels il va devoir prendre le dessus, et en fait tout le film parle de ça. Bon, c'est déjà très gros sabot, et plus ça avance, plus ça devient lourdingue, et donc c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué de se dire que il a
vraiment pas choisi quelque chose d'un peu fin et d'un peu léger. C'est vraiment très très frontal, très très premier degré sur tout ce délire-là. Là où moi j'ai un problème, c'est que en fait, Orelsan, il n'arrive pas à passer de la musique au cinéma là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut pas faire... On peut se permettre d'être très premier degré et très frontal quand on fait de la musique parce que c'est un art qui est beaucoup plus abstrait et qui n'est pas aussi qui est pas visuel non plus. Donc ça change quand même beaucoup de choses par rapport au cinéma où il faut avoir un petit peu plus de finesse et être un peu plus léger dans ce qu'on essaie de faire. Ce qui est, je trouve, très dommage de s'être un peu planté, d'autant que la réal est clairement pas au niveau. Donc, bon, ne perdez pas trop votre temps, n'allez pas voir Yoroi. Si vraiment vous êtes très très fan d'Orelsan, je suis pas sûr que ça vous plaira tant que ça non plus, quoi. Donc c'est plutôt une contre-reco. Clairement une contre-reco. Et c'est notre seul, on n'a pas d'autres recos. Mais si, Alban, il a une reco. Alors, pourquoi on me fait signe que non C'est parce que c'est Rita qui est sur Et pourquoi c'est plus dans le tableau? Moi, j'en peux plus. Alban, qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, c'est le monstre de Florence, c'est ça? Donc tu voulais nous parler, la série Netflix. Elle est plus dans le tableau, hein. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis peut-être auto-saboté. Il y a quelqu'un qui a hacké le compte de la perche cette semaine. Non, mais donc cette série, pour toi, c'est une reco pour le coup. Ouais, c'est une reco. En fait, c'est une série de Stefano Sollima, qui est un réalisateur notamment de séries qui a fait Romanzo Criminel ou la série Gomorrah. Gomorrah, ouais. Et c'est une série de 4 épisodes. C'est vraiment une mini-série de 4 épisodes de 45 minutes qui traite d'une vraie affaire criminelle qui a lieu en Italie, dont où les meurtriers se sont fait appeler Romanzo Criminel, le monstre de Florence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui encore, on ne sait pas qui est ce monstre de Florence ou qui sont ses potentiels tueurs. Et en fait, le réalisateur va jouer un petit peu là-dessus pour dire quelque chose d'intéressant, de pas faire un true crime bêtement qu'on peut voir sur Netflix, mais d'essayer de prendre le problème à la racine, c'est-à-dire, en fait, ces tueurs peuvent être tout le monde. Et donc, c'est une série à dispositif, donc c'est 4 épisodes où il nous montre un personnage masculin qui pourrait être le tueur de ce fameux monstre de Florence, qui est un tueur en série qui va tuer les couples, essentiellement en train de faire l'amour dans les hauteurs de Florence, et qui s'acharne énormément sur les femmes, qui procèdent à des excisions, enfin des trucs vraiment horribles. Et en fait, on a quand même une sorte de discours dans le film qui peut paraître, dans la série, qui peut paraître assez bateau, en disant que tous les hommes peuvent être coupables, surtout dans les années 70 en Italie, et que finalement, en fait, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est montré, je trouve que c'est à la fois insoutenable à regarder, pas forcément pour les scènes que j'ai décrites juste avant, mais juste pour la manière dont les hommes ont de se comporter dans la vie de tous les jours avec les femmes ou avec leurs épouses. C'est très bien montré, c'est très subtil. Ensuite, je trouve que même si c'est une reco, la série a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que vu qu'on suit quand même 4 potentiels meurtriers avec un même dispositif et une même équipe de police qui ne sert pas à grand chose parce qu'ils sont complètement dépassés par les événements, c'est un petit peu redondant, un petit peu répétitif dans la manière dont l'histoire va se développer dans chaque épisode. Ensuite, je trouve que en termes d'atmosphère, en termes de cast, en termes de ce que dit la série, de ce que ça raconte de ces personnages de l'histoire italienne des années 70, c'est super intéressant. Donc je vous encourage à regarder Le Monstre de Florence sur Netflix. Puis ça se passe à Florence et on voit des belles images de Florence. Ouais. Donc tu viens de le dire, Le Monstre de Florence, c'est disponible sur Netflix, et je répète que Yoroi est au cinéma, mais c'était une contre-reco, donc n'y allez pas. Et c'est tout de suite l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Rassure-moi, Yuri, c'est bien toi qui fais la carte blanche ce soir, et c'est bien sur les accents au cinéma? Non. Non, vous avez pré-shot ma carte blanche pendant toute l'émission, puisque, en effet, en regardant moi le film de Catherine Bigelow sur Netflix, dans lequel Rebecca Ferguson, actrice suédoise, joue une américaine, pendant tout le film, je me suis demandé pourquoi diable on lui a demandé de faire un accent américain. Pourquoi, alors que ce personnage est censé être américain, alors que ce film est censé être au plus proche du réel, elle prononce des mots dans lesquels on entend très clairement des intonations britanniques ou suédoises. Pourquoi, bordel de merde, j'y ai pensé tout le film, ça m'a empêché de rentrer dedans, car oui, je suis un peu un psychopathe des accents au cinéma. Et pour cette carte blanche, j'ai voulu me demander un peu pourquoi, tu as fait mon introspection, pourquoi ça me gêne autant quand un acteur ou une actrice imite un accent qui n'est pas le sien, pourquoi ça m'agace quand des personnages parlent un langage trop fabriqué, trop policé, ou parce que le film a juste la flemme de m'expliquer pourquoi tel ou tel personnage parle de cette façon. Beaucoup diront: en vrai, on s'en fout. Les acteurs, ils parlent comme ils veulent. C'est pour le bien du film. C'est du cinéma. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un acteur britannique parle américain, blablabla. Et ils ont raison. En vrai,
On s'en fout, mais pas moi. Si je suis aussi sensible à la question des accents en général, c'est peut-être parce que mes deux parents ont un accent assez prononcé et très caractéristique de leur pays d'origine, et qu'on le veuille ou non, c'est quand même la première chose qu'on remarque chez quelqu'un quand il se met à parler. Et vous savez, on a aussi parfois cette phrase dite avec plus ou moins de bienveillance, et cet accent, il vient d'où ? Et bien cette phrase, moi je l'ai entendue systématiquement à chaque fois que mes parents parlaient. Et en vrai, c'est normal, parce qu'un accent, ça raconte une histoire, ça raconte un lieu, ça raconte un parcours, ça raconte une identité, c'est un élément de distinction sociale en fonction du lieu où on se trouve et à qui on parle. En fait, un accent, ça raconte les gens. Voilà, merci la banalité. Et par extension, au cinéma, ça raconte un personnage. Et l'accent d'un acteur ou d'une actrice, ou au contraire son absence d'accent, sa caricature d'accent, bref, on va toujours projeter des choses on va projeter des choses sur la manière que quelqu'un a de parler. Inconsciemment, on va se faire un petit bout d'histoire dans notre tête sur ce que ça raconte. Et je crois qu'en fait, ça m'énerve vraiment quand les films n'en ont absolument rien à foutre. Et c'est le cas du personnage de Rebecca Ferguson, mais où vraiment on s'obstine même pas à expliquer pourquoi elle parle de cette manière-là. Au contraire, on essaie de cacher son accent, mais je pense aussi à un film qui s'appelle La fille de Brest, où la pauvre Sitze Babette Knudsen, actrice danoise qu'on adore, doit jouer Irène Frachon, une scientifique française dont on sait pertinemment, parce qu'elle existe et qu'elle a parlé dans les médias, qu'elle n'a pas d'accent danois dans la vraie vie. Et faire comme si ça n'était pas un sujet, l'ignorer, se dire que allez, ça va, le spectateur s'en fout, il remarquera pas, on va dire voilà, c'est mon choix, c'est un signe de paresse intellectuelle, je trouve, et d'un mauvais choix créatif. Alors, il y a évidemment aussi le cas des accents forcés, ceux que les Américains adorent, par exemple, pour montrer qu'un film ne se passe pas chez eux. Globalement, tout ce qui se passe en Europe entre l'Angleterre et l'Autriche, accent anglais, tout ce qui est à l'est de ça, accent slave, et tout ce qui est au sud de ça, accent raciste. Et je pense notamment à Silence de Scorsese, qui est probablement un de ses plus beaux films, un de ses films les plus profonds et les plus puissants, qui pour moi est ruiné par ces pauvres acteurs, Andrew Garfield, Adam Driver et d'autres qui doivent parler pendant tout le film en roulant les R, parce que vous comprenez, ils sont portugais et le film se passe au Japon, mais tout le monde parle quand même anglais avec un accent. Merde, laissez-les parler normalement, personne n'aura un problème à s'identifier à eux s'ils parlent avec leur accent naturel ou normal. On sait comment ils parlent, ça fait partir de leur aura, il n'y a aucun besoin de forcer. Verhoeven, quand il fait Benedetta, et malgré tout ce qu'on peut reprocher au film, un des trucs qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'en fait tout le monde parle français dans le film. Le film se passe en Italie, tout le monde s'en fout. Et Virginie Efira a un accent belge alors que ça se passe en Italie. Pareil, en fait, on s'en tape complètement alors que le film est censé justement nous raconter l'Italie du XVIIe siècle. Et évidemment, il y a des cas où c'est très réussi. Calmez-vous, les acteurs ont bossé, on ne se rend même pas compte quand Meryl Streep est capable de nous faire croire dans La route de Madison qu'elle est en effet née dans un tout petit village sicilien, tellement qu'elle place tellement bien ses intonations, au bon moment, les bonnes inflexions quand il faut, mais tout le monde n'est pas Meryl Streep. Et c'est pour ça que je suis heureux quand je vois aussi des films dans les films de Sean Baker, par exemple, je vois des gens qui parlent comme ils sont censés parler, parce que leurs accents racontent aussi qui ils sont. Ou chez De Palma avec ses acteurs new-yorkais au phrasé qui est si particulier. Et d'un coup, je suis beaucoup plus immergé dans le film qu'avec un certain comédien de l'acteur studio qui ont pris des cours de diction privés avec des coachs pour finalement parler avec une patate dans la bouche, ou des acteurs qui parlent finalement tous la même langue, gommant toutes les aspérités que celle-ci peut avoir. Mais avec la mondialisation et donc par extension l'uniformisation des contenus, on assiste aussi à un lissage de cette langue, et je trouve ça extrêmement dommage, parce qu'en assistant à ce lissage où tout le monde parle le même anglais, le même français, le même italien, j'en sais rien, bref, ce faisant, on efface aussi les spécificités de chacun, ses particularités, et je trouve ça très dommage. Bah oui, c'est très dommage, et j'allais dire que ça m'a refait penser à un film auquel je ne repense jamais, qui est Enfant 44 avec Tom Hardy, qui a hardcore. Voilà, vraiment un accent hardcore. On va terminer là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. En attendant, eh bien... Vas-y Rita, on t'écoute tous. Non, on lance le générique, bonne semaine.